en Ile-de-France. Écoutez IDFM Sur 98 FM. IDFM, toujours plus proche de vous. IDFM 98 FM, il est 21h30, c'est tout de suite l'heure de parler sport sur la plus francilienne des radios. Le sport prend le pouvoir sur 98 FM. Place à IDFM Sport. Le stade de la route de Lorient-Ferré. Il m'écoute pas. C'est Manu qui a dit ça. But! Oh, le but exceptionnel encore une fois! Pedro Miguel Barletta! Nanterre, un club qui était en dernière division de département il y a quelques années, qui est champion de France. Donc affaire à suivre, tout simplement, affaire à suivre. Allez à nous, celle-là! Les mecs de Paris sont balèzes! Ils sont balèzes, les mecs de Paris! Diamari, je vais couper les micros. Attention. Oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit! Quand tu fais un tournoi, peu importe, t'en peux aller jusqu'au bout. Les supportrices qui ont renoncé à faire du shopping ce samedi après-midi pour venir encourager les Parisiens sont heureuses. Oui, vraiment. Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Ah oui, génial! Mecs, ils sont quand même derniers, au fond du fait tout, voilà. Allez, mon petit bonhomme! Oui, mon petit bonhomme, bravo! Et puis bah comme dirait l'autre, après avec une saison comme ça on peut mourir tranquille en tout cas. Pas encore, le plus tard possible. Non, laisse-moi terminer. Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur IDFM 98 FM pour la 89e édition de IDFM Sport. Oui, 89e, on est en direct jusqu'à 23h pour parler sport, pour parler de notre passion, peut-être de votre passion, revenir bien entendu sur les résultats de ce week-end et se projeter petit à petit sur la semaine à venir. Ravi de vous retrouver une semaine encore et quelques petites modifications dans cette équipe. Deux absents, deux blessés ce week-end, à savoir Linden Lutello et Monsieur Greg Drouillat qu'on retrouvera dans quelques instants par téléphone, notamment pour parler tennis. Et à ce sujet, on a deux super subs pour nous accompagner ce soir et on va commencer bien entendu avec Jonathan Ragonès. Salut Jonathan. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de te retrouver. Merci également. T'étais déjà venu ici et t'étais notamment venu nous parler des JO de Londres 2012. C'est ça. Il y a quelques années maintenant. Voilà. Ravi de te retrouver en tout cas dans cette émission. Monsieur Florian Fournier également, ça c'est un débauchage, une sorte de transfert, un prêt durant ce week-end. Florian Fournier, supporter de Auxerre, on peut le dire. Exactement. Et surtout on peut te saluer. Salut Bonsoir Flo. à tous, bonsoir. Comment ça va? Ça va tranquillement. Ouais, passé un bon week-end? Un dimanche compliqué avec une défaite du Stade Toulousain cet après-midi, mais bon, on va s'en remettre. On est en forme pour ce soir. T'es Stade Toulousain ou t'es Auxerre? Je comprends pas. T'es dans quel coin de France? Omnisport. Placé pion. Supporter français, les amis, avant tout. Monsieur Ediamari, vous venez de l'entendre. Monsieur Ediamari, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Comment ça va, Eddy? Ça va très bien et bienvenue à Florian et à Jonathan. Exactement, pour cette émission. Un grand plaisir, vous allez voir des super remplaçants. À mon avis, les titulaires vont se faire un petit peu de soucis, mon cher Eddy. Ton humeur là, cette semaine, comment c'était l'humeur là, cette semaine, c'était génial. On a eu le droit à un très grand Jean-Michel Aulas sur Twitter, donc on va revenir dessus. On va parler bien sûr de JMA, notre ami Jean-Michel Aulas. Et quand on en parle en Ile-de-France, généralement, on en parle en rigolant. Également avec nous, Monsieur Valentin Paris. Et on va parler handball ce soir avec un invité de choc. Eddy nous en parlera tout à l'heure. Ne divulgue pas trop de secrets encore. Monsieur Valentin Paris qui était promu ce week-end puisqu'il remplace l'expert, la légende, Monsieur Greg Drouillat. Beaucoup de pression ce on soir. Pas spirituel, on le dit déjà depuis quelques années. Voilà, ça va Valentin? Ça va très bien, très heureux de faire la connaissance de ces nouveaux acolytes. C'est une grande famille IDFM Sport et vous pouvez bien sûr participer à cette émission en nous appelant tout simplement au 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22 et également deux possibilités également pour réagir en direct. La première, c'est nous envoyer vos messages en studio sur notre site idfm98.fr et également sur Twitter avec le hashtag IDFM Sport. Voilà pour réagir, voilà pour cette émission. Mais avant cela, on va quand même parler du programme. Qu'est-ce qui nous attend pour cette 1h30 de sport, comme on le disait? On va en parler tout de suite avec Monsieur Ediamari pour le sommaire. Alors moi les amis, je vous propose de voyager ce soir avec une émission qui va nous emmener aux quatre coins du monde. Alors tout d'abord, pour ouvrir cette émission, je vous propose de filer au Qatar en première classe avec Monsieur Bruno Martini comme invité spécial.
Voilà. Magnifique. Puis on retournera en France pour une courte escale avec les déclarations de Jean-Michel Aulas cette semaine sur Twitter. Ensuite, je vous inviterai à reprendre l'avion, cette fois-ci, direction la Guinée pour un dossier Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin, dernière étape de ce voyage en Océanie pour l'Open d'Australie de tennis. Voilà, en tout cas, voilà ce qu'il fallait dire, excusez-moi, c'est mieux en tout cas avec le micro également. On a un petit match là qui nous attend, Valentin, ce soir avec notamment, il me semble, c'est l'Olympique de Marseille qui rencontre Guingamp, c'est bien ça? Tout à fait, c'est Marseille qui rencontre Guingamp pour cette dernière journée. Ce dernier match de la journée, tout à fait. Voilà, et pour l'instant c'est toujours à 0-0 après 33 minutes de jeu. Alors, je tiens à signaler tout de même que Valentin est bien au stade Vélodrome, mais que pour le moment il est aux toilettes. Voilà, il profite un petit peu et on va le retrouver. On va te retrouver dans la tribune de presse dans quelques instants. Il y a une énorme occasion. Il y a quelques secondes pour Guingamp, un poteau après une tête de Yatabaré. Donc ça chauffe pour l'OM. Je vois Idi Amari qui sourit déjà, c'est bien. La mission j'espère que ce sera mieux que la semaine dernière, parce que la semaine dernière on a eu le droit à, c'était quoi, Monaco-Bordeaux. C'était une purge avec une note de Canal+ de 7,56. Est-ce qu'on battra le record aujourd'hui? Non, je pense pas. Non, j'espère pas. Non, c'est les Marseillais. Marseille-Guingamp quand même, faut voir. Pour tous ceux qui rejoindraient l'émission, qui découvriraient IDFM Sport ce soir, avant de lancer cette 89e édition, eh bien un petit mot de bienvenue. Bienvenue à bord, bâtard. C'est parti, bien entendu, pour IDFM. Les infos sportives en France et dans le monde entier, c'est tout de suite avec Grégory Drouillard. Oh. Et ce journal n'est pas assuré bien sûr par Grégory Drouillard, mais bien Valentin Paris. Et Valentin, on commence avec du football. Bien sûr, du football. Et la 21e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui s'est rassuré en battant Evian Thonon-Gagnard 4-2 malgré l'ouverture du score de Cédric Barbossa. Les Parisiens ont eu du mal, mais ont fini par s'imposer. Donc 4-2 au Parc des Princes. Rennes-Saint-Etienne, ça s'est conclu sur un match nul et vierge 0 partout. Donc en ce moment, l'Olympique de Marseille qui affronte Guingamp, c'est toujours nul et vierge. Ça fait toujours 0-0. Pour rappel, la défaite de Bordeaux face à Nice à Chabandelmas 2-1 et Lyon qui conforte sa place de leader après sa victoire face à Lens 2-0 avec un nouveau but de Lacazette. Et c'est le deuxième, tu me dis si je me trompe Eddy, mais je crois que c'est le deuxième meilleur buteur européen. Oui, Messi a mis son doublé tout à l'heure. Triplé de Messi. Donc, 19 à Messi à 19 buts. Donc c'est bien le deuxième. En Angleterre, le coup d'éclat d'Arsenal qui s'impose sur le terrain de Manchester City 2-0 avec un but d'Olivier Giroud. Les Gunners reviennent à 3 points du podium. En Espagne, victoire du Real de Madrid sur la pelouse de Retafe 3-0 avec un doublé du nouveau Ballon d'Or Cristiano Ronaldo et le Barça qui s'est imposé 4-0 face à la Corogne avec un triplé de Lionel Messi. Je te coupe rapidement, justement le Ballon d'Or, il faut quand même qu'on en parle, on n'en a pas parlé la semaine dernière, un petit tour de table très rapidement, je sais que certains sont énervés, notamment monsieur Idi Amari. Non, pas spécialement énervé. Le Ballon d'Or qui a été attribué à Cristiano Ronaldo, on rappelle le trio tête, 1 Ronaldo, 2 Messi, 3 Neuer. Vous en avez pensé quoi, Flo? On va dire logique, parce que dans les stats, et on le sait qu'aujourd'hui avec les critères, seuls les attaquants, en tout cas les joueurs offensifs peuvent prétendre avoir le Ballon d'Or, donc ça aurait été une surprise d'avoir Neuer, même si personnellement je l'aurais donné à Neuer. Voilà. Parce que pour sa saison, parce que pour le football, parce qu'il a révolutionné, je pense, une nouvelle fois ce poste de gardien de but. Neuer l'aurait mérité, mais après, comment on peut lutter aujourd'hui dans ce football business face au sponsoring que rapporte Cristiano Ronaldo? Voilà, donc le Ballon d'Or porte bien son nom, en tout cas. C'est vrai que c'est très rare de voir un gardien faire gagner des matchs à son équipe. Moi, je pense que le Ballon d'Or de Cristiano Ronaldo n'est pas spécialement scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est surtout la 3e place de Neuer. Oui. C'est surtout ça. On a eu le droit à Messi, souvenez-vous. Après, la 3e place, elle se joue à 0. Oui, mais même, moi, je me souviens de Messi, meilleur joueur du mondial. J'ai pas compris encore là. On comprend quand c'était un prix sponsorisé par Adidas, on peut comprendre les enjeux. Mais le Ballon d'Or, Messi, 2e du Ballon d'Or, alors qu'on voit que Neuer a fait une superbe saison, champion du monde, c'est un gardien, comme tu l'as dit, qui a révolutionné son poste. Moi, je pense que cette récompense est morte. Après, il y a beaucoup de personnes on a eu un ras-le-bol, généralement sur Twitter, le ras-le-bol du copinage en fait. Oui, et je pense que ça a vraiment fait la différence, par exemple, entre le copinage et surtout les joueurs de foot qui ne regardent pas le foot.
qui ne regardent pas les matchs. Hein. Parler football avec un joueur de foot, vous risquez d'être déçu. Hein. Vous allez rapidement vous en rendre compte. Jonathan, ton avis sur le Ballon d'Or? Que Ronaldo soit Ballon d'Or en soi, que ce soit le meilleur joueur du monde actuellement, il n'y a pas débat. Après, Neuer a fait une Coupe du Monde énorme. Il fut un temps, il l'aurait eu. Après, je trouve que c'est quand même moins scandaleux que Iniesta, qu'il l'a pas eu. C'est comme Schneider en 2010 voilà. avec Messi. Ouais. Donc, disons, bon, après, voilà. Après, le Ballon d'Or, pour moi, comme j'ai dit, est mort. Il y a beaucoup de lobbying. Et quand on voit Thiago Silva et David Luiz dans le 11, bon, on comprend qu'il y a un petit souci quand même au niveau des votes. c'est vrai. David Luiz et Thiago Silva, voilà. On n'est pas revenu dessus, mais dans le 11 de l'année, c'est un scandale. Voilà, je pense que les joueurs de Bastia rigolent. Mais bon. Les Allemands rigolent aussi. Et on continue bien sûr avec le journal, mon cher Valentin. En Italie, dans le duel au sommet donc, de cet après-midi, le Napoli est allé chercher les 3 points chez la Lazio de Rome, 1-0, et c'est une réalisation de Higuaín. La Juve qui joue en ce moment et mène 2-0 face au Hellas Vérone, avec notamment un but de Pogba, et apparemment, j'en ai entendu parler tout à l'heure dans le studio, un chef-d'œuvre encore de Carlos Tevez. On passe au hand et donc la France, on va revenir longuement sur cette victoire, mais la France qui s'est imposée 28-24 face à l'Égypte avec un très grand Nicolas Karabatic. Ça fait 2 victoires pour les Français après son premier succès face à la République tchèque il y a 2 jours. En tennis, cette nuit, donc débute l'Open d'Australie avec notamment un duel franco-français, Lucas Pouille contre Monfils, ou encore un match où Paul-Henri Mathieu peut aller chercher une perf face à l'Allemand Kohlschreiber. Nadal est opposé à Youzhny qui vient de gagner le tournoi de Sydney. En rugby, bien évidemment, on va revenir sur les résultats de nos clubs français en Coupe d'Europe. Toulon qui s'est imposé face au Ulster 60-22. Clermont qui s'est imposé également sur le terrain de Sale 13-22. Le Leinster qui a humilié Castres qui enchaîne une 5e défaite en auto de match en Coupe d'Europe, 50-8. Glasgow qui s'est imposé face à Montpellier 21-10. Le Stade toulousain s'est incliné également sur son terrain face à Basse 18-35. Et le Racing, on vient juste de l'apprendre, qui s'est imposé face à Trévise, les Italiens de Trévise, 53-7. Et donc pour finir les sports de glisse, Lynn-Seven a remporté à Cortina sa 62e victoire en Coupe du Monde et égale donc un nouveau record. En biathlon, le jeune Quentin Fillon-Maillet a fini 2e et Martin Fourcade a manqué totalement sa course et a fini 21e. Et en ski de boss, Anthony Bena remporte son premier titre mondial devant le champion du monde canadien. Merci beaucoup Valentin pour ce point information. Les amis, je vais me retourner vers vous. Je sais que vous êtes des grands aficionados de foot, de sport surtout avant le foot, et que vous aimez regarder des reportages, regarder des petites vidéos justement liées au sport. Est-ce qu'il y a un reportage, un film, je ne sais pas, qui vous a marqué cette semaine sur le sport? Est-ce que vous avez une petite Moi j'en ai vu un, je vais pas sortir auditeurs. Celui que je sors toutes les semaines, celui de Jimbo qu'on peut retrouver encore sur Canal+. C'est une bonne idée. Mais il y en a un autre très bon qui est sorti sur Canal qui s'appelle Nomas, qui est un duel de boxe entre je ne me souviens plus qui et je ne me souviens plus qui. Mais une très belle histoire. Moi je vous conseille également, je l'ai revu il n'y a pas longtemps sur Beansport, l'inside du combat entre Mayweather et oula, j'ai un trou de mémoire mon cher Flo. C'est compliqué la boxe. Et le fameux Maïdana. Et Maïdana, excusez-moi, voilà. Heureusement que notre spécialiste combat est avec nous. Voilà, regardez ça, c'est très sympa pour justement se replonger un petit peu dans l'ambiance, bien entendu, de cette double confrontation qui a marqué cette année 2014. Voilà en tout cas pour les infos, voilà pour les petites suggestions cinoches de la semaine. On va tout de suite passer à notre premier débat. Ça va concerner le handball, l'équipe de France, et surtout on va retrouver notre premier invité. Ouh, on sent que c'est dimanche. Bruno Martini sera ici d'ici quelques instants. Le temps peut-être de se rappeler ce qu'est parfois l'équipe de France de handball, pour le pire et pour le meilleur. Et quand la France, eh bien justement, gagne, et souvent il se passe ça. Ils ont tout cassé. Bon Nico, raconte-nous un peu ces jeux-là. Tu vas nous remettre un peu de calme dans ce studio ou quoi? Comment ça? On vient de tout casser avec l'autre. Est-ce que quelqu'un n'est pas calme? Si, Nico est calme. Nico est calme, les autres non? Moi je suis très calme. C'est bien, on est calme. Bon Nico, on est calme. Alors oui. c'est ce titre olympique. Tu as dit tout à l'heure, on est monté sur le toit, mais même au-dessus. C'est ça? Il y a quoi au-dessus du toit? Je sais pas ce qu'il y a. Il y a la fête. Il y a la fête. Voilà, il y a la fête. On est en train de faire la fête et on est pas mal. Je crois qu'on a déjà fait la fête ici. Hein? Le plateau devait être démonté dès la fin de cette émission. Bah voilà, c'est fait. Voilà. Merci.
Voilà, une petite, c'est très sympa. Enfin, c'est très sympa. Ça avait fait polémique, bien sûr, à l'époque. L'équipe de France de hand qui avait été championne olympique, il me semble, et qui avait eu quelques petits tracas, on va dire, du côté de l'équipe TV. Feu l'équipe TV. On va parler de l'équipe de France. Tu as commencé à en parler, bien sûr, Valentin, dans ton journal. L'équipe de France qui reste donc sur 2 victoires consécutives. La première contre la République tchèque et aujourd'hui, bien sûr, contre l'Égypte, 28-24. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comment tu pourrais résumer ces 2 premières rencontres? Et je vous invite bien sûr à réagir sur les propos de Valentin. Pour le premier match, c'était un petit peu délicat. On sentait un petit peu les Bleus en rodage, avec l'absence de Lucas Ballot également, qui a un petit peu diminué, à mon avis, le groupe. Mais on a quand même senti des Bleus largement supérieurs à des Tchèques qui, en plus, devaient pallier l'absence de Filip Džiča, leur meilleur joueur. Et qui était également meilleur joueur en 2010, je crois. Meilleur joueur du monde en 2010. Surtout, ce qui est rassurant pour les Bleus, c'est la prestation de Nikola Karabatic ce soir. Ah oui, ce soir, vraiment. Karabatic qui a été monstrueux, qui a montré qu'il était encore le leader de l'équipe de France. On l'avait un petit peu perdu lors du premier match. Bon, c'était un petit peu délicat. Mais vraiment, Nikola Karabatic, on l'a retrouvé ce soir. Ce qui est rassurant également pour l'équipe de France, c'est on se souvient du premier match face aux Tchèques où les Français ont chuté physiquement en toute fin de rencontre. Là, face aux Égyptiens, ça a été un réel duel physique et ça a été un match très engagé et les Bleus ont su répondre présent. Ouais, ce qui était impressionnant, c'est du début, de la première minute à la dernière minute, il y a eu un combat physique assez impressionnant qu'ont proposé les Égyptiens et les Bleus ont répondu présent jusqu'au bout, quoi. Donc c'était vraiment très très intéressant comme match. Tu disais les suspensions, si on devait les mettre bout à bout sur ce match contre l'Égypte, c'est combien? C'est 22 minutes, je crois. Je crois que c'était 22 minutes pour les Égyptiens en tout et pour tout. Mais c'était assez impressionnant. Et puis, c'est dur. Il y avait des fautes assez. Ça fait un tiers du match quand même. C'était limite anti-jeu et quelquefois ça pouvait mériter plus que des 2 minutes. Mais bon, le principal c'est le résultat, bien évidemment. Et on va accueillir bien sûr sur notre antenne sur IDFM 98 FM, IDFM Sport, comme chaque dimanche désormais de 21h30 à 23h. Monsieur Bruno Martini, ancien gardien de but de l'équipe de France, l'un des meilleurs gardiens de tous les temps en France, 2 fois champion du monde, 2 coupes d'Europe et aujourd'hui bien sûr manager général du PSG Hand. Monsieur Bruno Martini, bonsoir. Bonsoir. On voulait bien sûr vous faire réagir un petit peu sur ces championnats du monde qui se passent au Qatar. Vous avez, j'imagine, suivi aujourd'hui la victoire face à l'Égypte 28-24. 2 jours après les Tchèques, les Bleus montent crescendo, on peut le dire, dans cette compétition. Oui, alors là, s'il y avait besoin d'un match pour rentrer dans la compétition, c'est exactement celui-là, parce que, comme vous le soulignez très justement, il y avait un engagement physique important et qu'il fallait répondre présent. Donc ça fait partie des ingrédients qui font qu'on rentre dans une compétition et voilà, bon, tout le monde l'a vu, que la façon dont ça a été géré, mais c'est bien, c'est de plutôt bon augure. Qu'est-ce que peut espérer cette équipe de France dans ce mondial? Comme d'habitude, aller au bout. Pardon. On s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui font partie des favoris et qui sont accrochées. L'Espagne a gagné ces 2 matchs, mais de très peu contre des adversaires qu'on n'attendait pas. Le Danemark a été accroché par l'Argentine, etc., etc. Donc, il y a un premier tour qui va où certaines équipes vont laisser des plumes, et je pense que la France, même si son groupe est relevé, est en bonne position pour sortir plutôt indemne de ce groupe-là et arriver en position de force à partir des 8e de finale. Oui, bonsoir Bruno Martini. Eddie Amari, dites-moi, cette équipe de France, ce soir, on a eu le droit à un match rempli d'agressivité de la part des Égyptiens. Est-ce que, comme cette équipe de France reste la référence et donc la cible privilégiée de ses adversaires, est-ce qu'on va avoir encore ce type de match avec une très grosse agressivité de la part de nos futurs adversaires? Alors, il y a plusieurs points, à mon avis, sur cet aspect-là. Le premier, c'est que les équipes africaines, en règle générale, mettent beaucoup d'intensité dans le jeu et quand on les joue en tout début de tournoi ou au niveau, tout le monde est d'égalité au niveau physique, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, il y a d'une part la façon de jouer de l'équipe qui lui est propre. Ensuite, comme toute équipe qui est parmi les favorites et qui en avance par rapport aux autres sur certains plans, notamment techniques, l'équipe adverse est obligée de compenser ça par un excès ou un engagement physique encore plus fort. Voilà. De toute façon, le handball est un sport quand même un sport de combat à la base. Ah, bien sûr.
Donc l'impact physique fait partie des choses primordiales à mettre. L'équipe de France, faut pas l'oublier, l'équipe de France elle a bâti tous ses succès sur une grosse défense et donc de fait sur un gros engagement physique. Donc dans le sport français, même au-delà de ça, on part du principe qu'une grosse défense nous permet de gagner et d'aller loin dans les compétitions. Donc voilà, donc je pense que ce qu'on a vu là, c'est un épiphénomène parce que on le retrouvera moins dans les matchs contre l'Islande, contre la Suède, notamment peut-être contre l'Algérie, mais ce sera le dernier match de groupe, si je ne m'abuse, contre un adversaire qui n'est pas vraiment parti pour se qualifier et qui, sur un match, qui aura peut-être moins d'incidence ou de fait, l'engagement sera pas le même. Mais le point que je voudrais aborder, c'est le point de l'arbitrage, parce que on voit qu'il y a, sur un certain nombre de matchs, il y a une multiplication des exclusions de 2 minutes pour des choses qui sont, comment dire, qu'on a l'habitude de voir jusqu'à présent. Mais les arbitres sont plus pointilleux. Oui, je pense qu'il y a des consignes de la part de la Fédération internationale là-dessus. Et on voit que le moindre geste sur un ailier qui est en extension, est sanctionné de 2 minutes, et pénalty, etc., etc. Il y a les tirages de maillot, là, il y a zéro latitude. On sort tout de suite. On a vu ce qui est arrivé avec Xavier Baraché, notamment, en deuxième mi-temps. Voilà, donc après, ça va être un équilibre à trouver, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le handball est aussi un sport de combat. Et qu'à trop vouloir lisser les choses, ça devient illisible et ça devient... ça peut tuer le hand. Je ne suis pas jusque-là, mais c'est une basketisation du handball. D'accord. Donc je pense qu'il faut garder son identité. Bonsoir Bruno, c'est Valentin Paris. On a vu... on a vu un Xavier Baraché et un William Acambray assez impressionnant ce soir. Surtout William qui est rentré en deuxième période et qui m'a impressionné personnellement du point de vue physique, engagement, que ce soit en attaque ou en défense. Mais c'est vrai que William avait eu un peu de mal à lancer sa saison et on sent vraiment que ça, il a trouvé un rythme de croisière intéressant. Par contre, on n'a toujours pas vu Samuel Enrobia. Est-ce que c'est des problèmes physiques ou c'est vraiment un choix de Claude? Ouais, alors plusieurs aspects à ta question. William est affûté, et quand William est affûté, il court, il va vers le but, il a un gros impact et du coup il est performant. Voilà, et c'est ce qui lui arrive qui lui arrive pas forcément tout début de saison. Xavier, faut pas oublier qu'il s'est blessé à la fin de la préparation, donc il s'est tapé 6 semaines de préparation physique, qu'il s'est blessé au doigt et qu'il s'est retapé 6 semaines de préparation physique. Donc je lui avais même d'ailleurs dit, tu es le seul joueur qui va avoir 12 semaines de préparation, tu vas faire un mondial au Qatar de malade. Et je pense qu'effectivement il a eu du mal à se mettre en rythme sur les 2 premiers matchs, mais c'est logique quand on est resté très longtemps. Et là, il est bien, il est sur la lignée de ce qu'il a fait à partir du match contre Montpellier, chez nous. Et il est très, d'abord, c'est un joueur qui est très intelligent dans le jeu et qui est polyvalent, qui peut attaquer, défendre. Là, qui prend confiance dans son bras, donc qui est capable de tirer de loin aussi. Donc, c'est super intéressant. Après, pour Samuel, c'est un choix de l'entraîneur. Alors, comme tous les choix de l'entraîneur, il fait jouer plutôt Claude Nesta, choisit de faire jouer Quentin Mahé. Parce que Quentin Mahé est censé apporter un petit peu plus de polyvalence, parce qu'il peut jouer aussi demi-centre. C'est un choix. Tous les choix appartiennent à ceux qui les prennent. Les choix, voilà. Donc, est-ce que Quentin n'est pas hyper non plus utilisé? Oui. Il n'a pas été hyper efficace au tir non plus aujourd'hui. Est-ce que ça impliquera un changement sur le prochain match ou pas de la part de Claude, Onesta, donc je ne sais pas. Mais ça doit être pas facile à vivre pour Samy, et on va prendre de ses nouvelles quand même pour lui montrer qu'on est avec lui quand même. Voilà. Bruno, moi j'avais une question également sur le cas Jérôme Fernandez, 37 ans, sélectionné en équipe de France. La presse française parle de capitaine abandonné. Vous connaissez bien sûr très très bien le garçon. Quel est votre avis, vous, sur cette question? Il y a le fait de se dire, quand on est entraîneur national, je dois préparer l'avenir, c'est quelque chose de normal. Le sport, les sportifs passent et l'équipe de France reste. Donc on est obligé de se projeter et d'essayer de trouver des solutions qui soient pérennes et qui soient donc pérennes pour nous amener à faire une médaille aux Jeux Olympiques de Rio et d'être en position de gagner le championnat du monde 2017 en France. Jérôme fait partie... Pardon, excusez-moi. Pas de souci.
Jérôme fait partie d'une génération qui a amené le handball au plus haut niveau et qui, j'imagine, aurait aimé finir sur au moins les Jeux Olympiques. Après, il y a ce que les joueurs souhaiteraient faire et ce qui se passe dans la réalité. Après, ce que je pourrais regretter, c'est le timing. Donc, c'est pas une faute de communication pour vous, en fait. Je pense qu'il y a un défaut de timing, surtout. Parce que je pense qu'en soi, c'est pas, il n'y a rien d'honteux de dire que Jérôme arrive sur une génération qui doit, qui est plus vers la fin que sur le début, c'est logique. Mais je pense que c'est quelque chose qui se gère en interne avec le joueur concerné, ce qui sur les interviews que j'ai pu voir de Jérôme, notamment à la fin du match, j'ai pas eu l'impression que sur Beansport, donc j'ai pas eu l'impression que c'était le cas. Et c'est pas des choses qui doivent apparaître pendant un championnat du monde, quoi. C'est parce que de toute façon, quand on fait aussi un championnat du monde, on prend la meilleure sélection possible. Si on pense qu'il vaut mieux préparer l'avenir, on prend pas Jérôme Fernandez. Mais à partir du moment où on le prend, il n'est plus question de dire je sais pas s'il sera là sur la prochaine compétition. Ce qui m'a encore plus étonné, c'est qu'on dit que donc Jérôme il serait criminel de le laisser longtemps sur le terrain, mais pour autant il a commencé le match. Et il a fait une mi-temps en entier. Donc, oui, il a marqué 6 buts, je crois, ce soir, si je dis pas de bêtises, en termes de stats. J'ai pas compté. D'accord. Sincèrement, je me suis plus focalisé sur les Parisiens que Bien sur sûr. les autres. Mais même si Nico Karabatic a été tellement été bon qu'on pouvait pas le rater. Mais quand on veut faire passer la main, on met pas un joueur sur un poste de titulaire, quoi. Pour moi, ça me semble. J'étais un peu surpris par ça, parce que là, si la porte est ouverte pour d'autres, il faut qu'on fasse passer le palier aux autres, justement, et que peut-être que William Macambré aurait mérité de commencer le match, et Jérôme Fernandez aurait pu réagir en tant que joker par rapport à la performance de William. Voilà, c'est ces deux points qui m'étonnent, quoi. C'est le timing et puis l'utilisation finalement d'un joueur dont on dit qu'il est trop vieux. Justement, Jérôme Fernandez, si jamais il devait être affaibli entre guillemets dans ce groupe, est-ce que c'est pas le groupe France qui pourrait être affaibli sur cette compétition pour vous? Oui, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Pardon, ça peut être compliqué à gérer, ça, parce que évidemment tous les journalistes sur place et même ceux qui ne le sont pas vont lui poser la question ou lui ont déjà posé la question, et ça peut devenir au bout d'un moment un point un peu pesant. Mais la force du groupe et la force des relations aussi qu'ils ont su créer entre eux depuis quelques années maintenant autour des succès fait que je pense que ça va l'aider aussi à passer le moment. Et Jérôme a un tel poids dans ce groupe que tout n'est pas remis en question du jour au lendemain non plus, quoi. Voilà. On parle quand même de Jérôme Fernandez qui doit être le recordman des sélections ou le recordman des buts marqués en équipe de France. C'est pas n'importe qui, loin s'en faut. Il a encore du poids, il existe encore, il est encore là. Donc voilà, ça va pas, je pense, le déstabiliser complètement, et je pense que le groupe va l'aider à passer le cap. Bruno Martini, une dernière question. Des nouvelles de Lucas Ballot, joueur parisien blessé, on l'a dit, pour cette compétition, qui ne participera pas à ces championnats du monde. Est-ce que vous avez déjà prévu une date de retour du côté du Paris Saint-Germain? Alors je pense qu'il devrait être... on attend qu'il soit là pour la reprise. Que je dis là, c'est sur le terrain, bien évidemment. Donc on joue en Coupe de France à Strasbourg, en 16e de finale de Coupe de France, donc dimanche 8 février. Et je pense qu'il sera remis d'ici là. En tout cas, on fait tout pour qu'il le soit. On l'accompagne, on est avec lui. On a essayé aussi des traitements entre Noël et jour de l'an, puisque c'est à ce moment-là où il a été sorti du stage, et donc pour pas le laisser, on s'est quand même occupé de lui tous les jours. On a tout essayé. Le staff médical du Paris Saint-Germain a été vraiment hyper disponible pour lui, et on a essayé de le faire revenir. Bon, le choix de l'équipe de France n'a pas été de le prendre. Ça aussi, c'est des choix. C'est pas à moi de les commenter. Bien sûr. Ce qui m'importe, c'est que Luc soit le mieux possible et dans sa tête et dans son corps, et qu'il arrive à être performant avec nous sur la deuxième partie de saison. Comment il a pris justement le fait de ne pas être sélectionné en équipe de France? J'imagine que vous avez échangé avec lui. Dans quel état, c'est une question bête, mais dans quel état psychologique il est actuellement? C'est jamais facile, parce que on pense que finalement Luc est un joueur absolument primordial, et qui n'a jamais raté de compétition internationale depuis 2006, etc. Donc ça semblait naturel qu'il y soit. Moi,
il regrettait peut-être que Nesta ne l'ait pas amené pour lui voir être utilisé en deuxième partie de compétition, ce qui a déjà été fait sur un certain nombre de joueurs sur les années précédentes. C'était le cas de Thierry Omeyer au championnat d'Europe la saison passée au Danemark. Voilà, donc ça, il a pris un petit coup, mais encore une fois, on est là pour l'entourer, l'accompagner et de faire en sorte de lui montrer que on est avec lui et qu'on l'accompagne dans ce moment-là, quoi. On a accompagné Xavier Baraché pendant de longues semaines, même si ça a été difficile, même pour lui, parce que c'était très long après sa blessure. Là, Luc, c'est plus difficile parce qu'effectivement, il rate un championnat du monde. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette saison et à nous de bien l'accompagner. Merci beaucoup Bruno Martini d'avoir réagi sur IDFM 98 FM, et je voulais vous remercier 3 ou 4 ans après pour le magnifique reportage que vous nous aviez permis de faire. À l'époque, c'était le Paris Hand, vous en étiez le président, et c'était un très grand moment sur IDFM 98 FM. À votre disposition, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno Martini d'avoir été nous, et puis surtout bon championnat du monde et bonne année 2015 avec le Paris Saint-Germain. Ouais, merci, bonne année à vous tous également. Merci beaucoup, bonne soirée. Voilà, c'était Bruno Martini qui était avec nous en direct sur IDFM 98 FM. Rien que ça fait plaisir à un aussi grand monsieur qui donne du temps à notre petite structure, mais si belle émission, bien entendu. Mon cher Florian, je vais me retourner vers toi parce qu'on a reçu des messages sur idfm98.fr. Oui, on nous dit Bruno Martini, homonyme de Bruno Martini, l'ancien joueur de l'AGIA, d'AGOCR. Oui, c'est pour ça que je te l'ai fait lire. C'est pour ça que je te l'ai fait lire en fait. Exactement. Et gardien également aussi, donc comme ça, il n'y a pas de... Romano qui était actif aussi la semaine dernière. Romano, c'est le meilleur des... Appelle-nous Romano. Appelle-nous 01 34 12 12 22 bien sûr pour poser vos questions à nos invités et réagir également au débat. On va se replonger également du côté du stade Vélodrome où il me semble que notre ami Valentin Paris et ça y est sorti des toilettes. Ça y est. La guigne Valentin Paris. Il est du côté de la tribune. Peux-tu nous donner le score Valentin Paris? Voilà, exactement. On va voir où on en est. Allez, écoutez, je vous ai pas interrompu. Bon, j'allais pas interrompre Bruno sous peine de... Enfin voilà quoi. Vous avez compris. 0-0, c'est la mi-temps au stade Vélodrome entre Marseille et Guingamp. Voilà. Je crois que je suis chez nous, clairement. On attend le résultat du stade de Montois, à savoir s'ils ont gagné ou perdu, mais t'as jamais fait une victoire. Je vous dirai ça tout à l'heure. C'est une fois, je crois, il y a eu une victoire la saison dernière. Et il y a également un match de Cannes ce soir, mon cher Jonathan. Notez que la Tunisie et le Cap-Vert ont fait un but partout. Donc le Cap-Vert est revenu au score sur penalty par Eldon, voilà, à la 78e. Donc la Tunisie qui peut se présenter comme un des favoris et accrocher pour son entrée dans la compétition. Exactement, ça fait partie des surprises de cette CAN et vous aurez remarqué que l'ambiance est sensiblement la même du côté du Vélodrome et de la Guinée. Voilà, c'est la magie du direct, c'est la magie bien entendu de la radio. On va nous tout de suite se replonger dans notre émission avec la suite et notamment du football. Et quand on parle football, généralement on se tourne vers notre ami Eddy Amari. Eddy Amari qui apparemment a été un peu chambré sur Twitter, là, IDFM 98, IDFM Sport, pardon. On t'a demandé cette semaine, t'as été un petit peu, on peut le dire. Bah oui, attendez, pour un Parisien supporter, défendre le président lyonnais, c'est compliqué. D'accord. C'est compliqué. Eh bien, on va écouter ça. C'est l'humeur de la semaine de Eddy Amari. Énervé, triste, euphorique, ému, place à l'humeur d'Eddy Amari. Pendant 17 ans, on a battu les Stéphanois. On a perdu ce soir, mais il ne faut pas perdre l'orgueil. Il faut se qualifier en Champions League parce que eux, ils la jouent à la PlayStation, la Champions League. Si vous voulez me laisser me battre seul, sans vous, j'ai aucune chance d'y arriver. Si vous me laissez un mois pour résoudre les problèmes, on sera à nouveau en haut de l'affiche. Mais j'ai besoin de vous. Les joueurs ont besoin de vous. Et si vous n'êtes pas avec nous, on ne sera jamais un grand club. Il est vraiment phénoménal. Geoffroy Guichard ressemblait plus à une poubelle géante qu'à un stade de foot. 500 retweets et une centaine d'insultes plus tard, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, a mis le feu sur Twitter. Loin de son image d'homme froid et rigide qu'il laissait transparaître ces dernières années, Twitter a complètement métamorphosé le président de l'OL en lui donnant un côté humain, car il faut avouer, qu'on l'aime ou non, on ne peut que reconnaître qu'il est l'un des rares présidents à communiquer aussi facilement avec ses supporters, avec leurs mots, leurs codes et leurs expressions. Aseptisé
par des enjeux économiques et sportifs, le monde du foot ne fait plus de vagues. La communication des joueurs est contrôlée, les publicités réclament des clubs avec une image lisse capable de plaire à tout le monde, et les présidents ne se risquent plus de donner une opinion objective du milieu de peur d'être blacklistés dans le foot game. Jean-Michel Aulas, lui, c'est un peu le football d'avant remis au goût du jour. On peut même dire le football d'avant 2.0 grâce à Twitter. Un homme du coin qui a réussi dans les affaires et souhaitait réveiller une région avec son club. 27 ans à la tête d'une équipe qui a connu une montée, des titres, des faux espoirs et demain un nouveau stade. 27 ans à regarder le monde du ballon rond évoluer, changer, se transformer, et malgré tout ça, Jean-Michel Aulas a réussi à conserver son esprit et son franc-parler qui ont fait de lui un président respecté par le monde du football, mais avant tout par ses supporters qui se reconnaissent en lui. Alors bravo à vous et merci à vous, monsieur Aulas, d'apporter de la vie et du caractère dans un univers lisse comme les footballs, et continuer à nous envoyer du love aux haters en 140 caractères sur Twitter. Superbe, monsieur Eddy Amari. Je vais vous poser une petite question un petit peu collégiale là. Il est vraiment phénoménal ce Jean-Michel Aulas. C'est marrant, on en a parlé un petit peu avant l'émission. Jean-Michel Aulas, il y a 10 ans, on adorait le détester, et aujourd'hui on aime davantage l'aimer. Est-ce qu'il y en a un de vous qui voudrait réagir là-dessus? Est-ce que Jonathan, par exemple, c'est ton cas, toi? Alors moi, Aulas, oui, il dérangeait en tant que supporter parisien, forcément. Après, j'ai toujours un respect pour ce qu'il a fait. Parce qu'il a pris Lyon en Ligue 2, même en D2 à l'époque, et l'amener à 7 titres d'affilée, c'est vraiment énorme. Peut-être qu'on est amené à moins le détester parce Lyon a connu des galères et il arrive à rebondir, à être leader aujourd'hui, donc ça l'a peut-être rendu plus humain. Je pense que c'est peut-être l'explication. Et il y a aussi le PSG qui est arrivé avec le Qatar, donc qui finalement aussi Après, en France, de toute façon, on n'aime pas les vainqueurs de manière générale. Donc, le fait que Lyon soit passé par une phase difficile, maintenant c'est Paris qui est plus détesté que Lyon, on va dire. Donc, ça peut être une explication. Flo, ta réaction, toi, sur Jean-Michel Aulas, un garçon que tu apprécies forcément? Apprécier forcément, je ne sais pas. En tout cas, il faut reconnaître humblement et honnêtement que c'est un très très grand communicant, un très grand gestionnaire. Il a, comme l'a dit Jonathan, il a fait grimper ce club de Lyon qui n'était pas forcément une grosse place forte du foot en France déjà. Et moi, ce que j'aime et ce que j'aimerais noter aussi chez Jean-Michel Aulas, c'est son envie de mettre le foot français sur le devant de la scène en Europe. On n'arrête pas à chaque fois, nous en France, d'être pessimistes et de rabâcher, oui, le foot, le jeu proposé est pas beau, on n'a pas beaucoup de buts, etc. Quand Jean-Michel Aulas tweet comme aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que les 3 plus grosses villes françaises sont aux 3 premières places du podium. Moi, je pense que c'était de la chambre. Ouais. Ça fait surtout plaisir que Saint-Etienne soit 4e. Évidemment. Et en même temps, il a raison parce que au moins ça montre qu'en France, les grosses places fortes se tirent la bourre entre elles, alors qu'avant on avait une équipe, 2 équipes, toujours une petite surprise. Enfin, je veux dire, on voit pas ça en Espagne, c'est rare de voir un club surprise. Alors en plus, quand c'est un club surprise, par exemple en Espagne, c'est Valence, l'Atlético Madrid, et encore. C'est pas tant une surprise que ça en fait. En Angleterre, pour avoir une surprise, il faudra se lever de bonne heure, je pense. En Allemagne, c'est pareil, et même Dortmund, qui parfois peut paraître une surprise, quand on voit ce qu'ils font derrière en Europe, c'est pas forcément une surprise. Alors qu'en France, il y a de ça 3 ans, Montpellier qui arrive à être champion, et on se demande encore comment ils ont fait un hold-up sur 38 journées. Donc c'est vrai que de voir Aulas communiquer comme ça, et je pense que ça tire la Ligue 1 vers le haut, mine de rien. Ça donne de la fraîcheur. Il est mais fort, on en a fait. besoin, c'est un entrepreneur, Jean-Michel Aulas. Ce qu'il faut reconnaître chez lui, c'est que c'est ses sous qu'il met au sein de il a vendu sa l'OL, société d'informatique pour racheter l'OL et structurer l'OL avec un projet qui est quand même innovant. Le projet innovant, c'est d'avoir un stade privé, un petit peu comme ce qui se passe du côté de Munich, du côté d'Arsenal, du côté de bon nombre en tout cas de clubs en Europe. Et c'est vrai que c'est, comme je vais te paraphraser Flo, c'est vrai qu'il tire la Ligue 1 vers le haut avec ce nouveau business plan et la formation. On en a parlé la semaine dernière avec les supporters lyonnais. C'est incroyable ce qu'il fait. Dommage qu'il n'a pas su prendre des risques à un moment où il devait en prendre. On se souvient, c'était dans l'après-Houillet surtout qui n'a pas su gérer Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe. Après, je pense que vraiment, ce qu'il a apporté aussi, c'est qu'il a un peu révolutionné ce poste de président. À la manière que Mourinho a pu révolutionner le poste d'entraîneur en prenant à chaque fois tout sur lui. C'est-à-dire que Mourinho, beaucoup de gens le détestent, beaucoup de gens l'aiment. Aulas, c'est la même chose.
c'est pas le même poste, mais finalement c'est un peu le même. Mais est-ce que c'est pas une limite du système? Ça veut dire, est-ce que par exemple, on se souvient dans l'après-Houillet, on parlait beaucoup de Lippi, mais Lippi n'a pas pu signer au club parce qu'il y avait le pouvoir de là, c'est surtout le pouvoir de la Combe derrière. Donc, est-ce que ce n'est pas une limite le fait qu'il soit trop en avant? Ça peut l'être quelque part, mais tu peux aussi penser que c'est une évolution de ce qu'on appelle, nous, dans cette émission, le foot à papa. On le disait souvent avec Berlusconi au Milan AC. Quelque part, j'allais dire Hollande, non, Aulas. Exactement dans cette posture-là du président ultra puissant, du président exécutif qui prend des décisions, qui investit dans son argent, mais qui a su évoluer quelque part avec son temps. Le foot à papa existe encore au travers d'Aulas. C'est pareil, Nicolas était un Aulas, mais on va dire version 20 ans avant. Ouais, complètement. Je pense que si Twitter existait 20 ans auparavant, Nicolas nous aurait fait des merveilles aussi. C'est le Aulas du moins cher. C'est l'Aulas du pauvre. Mais il est plus riche. Ouais, il est plus riche. Mais il est plus riche qu'Aulas. Beaucoup plus riche. Et puis niveau poubelle, lui, il s'y connaît. Pour reprendre le tweet de Jean-Michel. Jonathan, tu voulais réagir? Au-delà du business, il y a également de la passion derrière. Évidemment, énormément. Pour revenir à ça, il se met en première ligne. C'est peut-être ce qui manque à Paris actuellement, c'est qu'il n'y a personne pour se mettre en première ligne. Tu peux pas. Enfin, c'est pareil. Excuse-moi de te couper, mais tu peux pas demander à Nasser qui débarque du Qatar il y a 4 ans de se mettre en première ligne. Il va se faire flinguer par tout le monde. C'est le problème. Parce que fin août, Lyon était au plus mal. Donc, et il y avait Aulas pour aller en première ligne, pour s'accrocher. Et on voit que maintenant. Aulas qui est rentré dans le vestiaire des arbitres pour mettre un ou deux coups de pression. On se souvient, ça aussi au Parc des Princes. Il avait dit à Robin Leproux, c'est un petit jeune il s'est pas encore fait dépuceler. Ou il avait sorti quelque chose comme ça. Non, mais dans le sens, il s'était rendu dans le vestiaire à l'époque. Il s'était rendu dans le vestiaire des arbitres et Robin Leproux s'en était plein et il avait dit c'est un petit jeune, il y connaît rien encore. Honnêtement, quand on est supporter d'un club, en tant que quand on a un point de vue objectif ou qu'on est supporter d'un autre club, c'est bien évidemment agaçant. Mais les supporters lyonnais ne peuvent qu'aimer Jean-Michel Aulas. Là, je vais remettre en question un petit peu ce que tu dis. On en parlait hors antenne. Moi, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de déplacements sur Lyon récemment pour FFF TV, vous savez, le foot amateur qui est sur Dailymotion chaque semaine. Voilà, c'est le quart d'heure pub, c'est fini. Et pour avoir parlé avec beaucoup de supporters lyonnais, il y a quand même il cristallise certaines tensions Aulas à Lyon avec son projet OL Land, où il a eu le droit des passe-droits, notamment de la part de la municipalité. C'est comme ça, en tout cas, que c'est vécu par la population. Peut-être que les supporters... Des opposants, t'en trouveras toujours, mais c'est normal. Mais ça se cristallise pour un garçon qui faisait l'unanimité à l'époque du côté de Lyon. Là, en fait, je pense déjà qu'on parlait de football. Dans le football, Aulas... Voilà, on l'aime, chez les supporters, comme on disait. Là, je pense que dans les exemples que tu voulais citer, c'est du business. Je veux dire, si on parle vraiment football, OL Land, c'est exceptionnel en France d'avoir un site pareil. Après, quand tu parles de passe-droit, toutes sortes de choses, c'est de la politique. C'est autre chose. Voilà, c'est exactement. C'est des gens qui veulent. Voilà, ils comprennent pas pourquoi eux n'ont pas le droit peut-être de construire quelque chose et pourquoi Jean-Michel Aulas lui a le droit. Bon, là, dans ce cas-là, c'est encore un autre débat, une autre position, et on parle plus de football, mais en termes de football pur. Aulas, il faut dire ce qu'il y a, il le tire vers le haut. Mais c'est ce qui est beau, c'est que c'est un homme qui s'est investi pour sa région, que ce soit économiquement, de la passion avec son club, économiquement avec les infrastructures qu'il est en train de créer sur Lyon. C'est génial, c'est génial. Il crée du business. Là, j'étais sur Lyon ce week-end, il y a des OL brasseries, OL coiffure, OL shop. Voilà, donc, et puis il a su prendre aussi, il faut le noter, mais le virage de l'après, on va dire, épopée, 7 titres, Ligue des Champions, quart de finale plusieurs fois, où on se disait, peut-être que Lyon va nous faire une Marseille, on l'attendait. Finalement, ça s'est cassé un peu la figure, mais il a réussi à prendre ce virage, de changer de modèle totalement. Exactement. Et de prendre les décisions telles qu'un président doit les prendre. Et au final, regardez où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça a pris du temps, mais lui, je pense qu'il y a deux ans, quand il a fait son virage, il savait très bien où est-ce qu'il allait aller. Petit bémol, l'OL, premier club coté en bourse en France, on peut le rappeler, grâce au lobbying de Jean-Michel Aulas, mais l'OL qui perd beaucoup d'argent, beaucoup d'argent au travers de ce cas. Les amis, on va refermer bien entendu cette page Olympique Lyonnais, mais on reste en Ligue 1 et on va vous détailler les résultats bien entendu de cette journée et on va essayer de revenir sur certains matchs les plus intéressants.
IDFM Sport, 22h14 bien entendu. Juste quelques petits messages sur le idfm98.fr avec Salah qui nous dit pas mal de choses à débattre avec les animateurs comme Guéridon, Logus, Joël. Moi je suis content et je vous demande plus d'interactivité que pour cette radio. Merci monsieur et madame de prendre en considération ma requête. Vous savez bien sûr que IDFM est en pleine restructuration et que l'interaction est possible sur IDFM Sport comme sur les nocturnes qui passent le week-end. Et puis Clem Paris-Volley qui nous dit petite parenthèse volleyball, victoire de Paris champion. Voilà, c'était une bonne précision en tout cas à faire. Mon cher Valentin, est-ce que ça a évolué notamment du côté des terrains et du vélodrome où tu te trouves? Black Cat. Ouais, bah écoute, je continue à être le chat noir. 0-0, corner pour Guingamp, 2 corners d'affilée, mais ça n'a rien donné. On repart sur un petit rythme en deuxième période. 0-0 entre l'OM et Guingamp, 55 minutes de jeu. Un petit mot quand même sur peut-être la domination actuelle. Je sais pas, c'est quoi la physionomie du match? Mais écoute, c'est ce que je te disais, là, 2 corners de suite pour Guingamp. C'est vrai que c'est Guingamp qui est bien revenu dans cette partie. Djadjedje, c'est Djadjedje qui est assez impressionnant depuis tout à l'heure. Physiquement, le jeune Marseillais là, il est vraiment impressionnant. Donc à suivre. Il joue que contre Guingamp, hein, attention. Écoute, sur ce match-là, je sais que Valentin, t'as l'habitude de voir des 0-0, mais calmons le jeu, d'accord? Écoute, franchement, sur ce match-là, je le trouve plutôt pas mal. Mais on reste à 0-0. Encore une tête de Younous Sankharé. C'est la Ligue 1. Mais ça passe à côté. Et ça passe à côté. 0-0 bien sûr entre l'Olympique de Marseille et Guingamp. Je me retourne tout de suite vers toi, Flo. Juste pour dire que la Juve gagne 4-0 contre les Las Vérone. Génial. Ça, c'est une bonne Italie, c'est la série. C'est une un doublé de Tevez. Avec une pépite, on l'a dit, un des deux. Le premier but de Tevez, à la 7ème, une petite pépite. Et un but de Pogba, surveiller Pogba qui monte en puissance de semaine en semaine. Sacré but qui nous a mis notamment la semaine dernière, Greg l'avait d'ailleurs signalé. On a ouvert la page Ligue 1 bien entendu, et cette page Ligue 1 est ouverte également avec Romano qui nous dit allez Caen, victoire contre Reims 4-1, Champagne. Et ouais, Romano, c'est vrai que c'est le seul supporter canois qui nous écoute chaque semaine. Avec Canet d'ailleurs, excusez-moi. Un beau petit jeu de mots quand même, Reims, Champagne. Ouais, c'est pas mal. Ouais, concurrence avec toi, mon cher Flo. On va vous détailler bien sûr les résultats de cette 21e journée avec la victoire de Nice à Bordeaux 2-1. La victoire de Lyon également du côté de Lens 2-0. Monaco est allé s'imposer à domicile à Louis II contre Nantes 1-0. Montpellier l'a emporté 3-2 face à Metz. Victoire 4-1 de Caen à domicile face à Reims. On vous le disait tout à l'heure avec Romano. Lorient-Lille 1-0 pour les Merlus. Toulouse-Bastia 1 partout. Et puis aujourd'hui, victoire du Paris Saint-Germain 4-2 face à Évian-Thonon-Gaillard. 0-0 entre Rennes et Saint-Etienne. Et puis actuellement, vous le suivez en direct sur IDFM 98 FM. Marseille, Guingamp 0-0. Les amis, si vous deviez choisir un match, une affiche, parler d'un club, de quoi vous parleriez, mon cher Jonathan? On va commencer avec toi. Je vais vous surprendre, Toulouse. Le 1 partout face à Bastia. Oui, parce que Toulouse descend lentement mais sûrement au classement. On n'en parle pas. Il se passe pas grand-chose là-bas. Et pourtant, il avait changé sa philosophie de jeu. On s'est dit, bon, c'est bien, ça va commencer à jouer au ballon. Et finalement, depuis qu'il l'a fait, ça descend. Donc attention, 16e, 22 points, à 2 points de la zone rouge. Attention, il va falloir une réaction assez rapide parce qu'en bas, eux sont peut-être moins préparés que les autres à jouer le maintien. Donc, on peut gamberger, on peut paniquer un petit peu, tu penses? Être en danger, on peut le dire quand même, Toulouse a un effectif plutôt réduit pour faire quelque chose dans ce championnat Ligue 1, même si la Ligue 1 est très réduite elle-même. Oui, tout à fait. Après, on attendait peut-être un peu mieux de Toulouse ces dernières années. Bon, ils se mettent pas vraiment en danger. On attendait. Bon, après il y a Caen, il y a Lens, il y a Evian, il y a du monde pour jouer le maintien. Mais Toulouse était plutôt bien parti. Et là, oui. Ça fait pas de bruit, mais c'est pas forcément bon pour eux. Quand ça fait pas de bruit, généralement, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon signe. Et puis il y a personne derrière pour mettre la pression, réveiller. Olivier Sadran, on l'entend pas. Non, on l'a jamais entendu, Sadran. Ouais, mais il est monté au créneau à certains moments. Quelquefois. Cette fois qu'il a parlé, c'est pour vendre Gignac. Non, mais c'est vrai. Mais là, on l'entend pas. Il y a pas un public, une ferveur derrière Toulouse. Donc, en même temps, le foot à Toulouse, c'est pas non plus. Tout à fait. Et c'est un club qui, s'il descend, aura du mal à remonter. C'est la question que je voulais justement soulever, c'est si Toulouse descend. Quid derrière, est-ce que pour se relever, c'est pas comme Nantes ou Monaco ou même Auxerre qui a l'ambition de revenir en Ligue 1 et qui va se donner les moyens pour le faire, peut-être pas cette année ou l'année prochaine. Toulouse, c'est différent. Ceci dit, Toulouse, c'est quand même un club qui est descendu en national il y a quelques années, il y a 10 ans, et qui a remonté avec. À l'époque, il y avait un groupe solide, il y avait aussi des tauliers. Mais on peut quand même se poser la question, c'est si Toulouse devait descendre en Ligue 2, c'est Olivier Sadran qui tient ce club quelque part. Si tu perds Olivier Sadran, tu perds Braithwaite.
tu peux citer 2-3 joueurs, mais Ben Yedder, il va partir s'il se descend, ça part. Ah bah c'est sûr, il peut même partir à la fin de saison, même s'ils ont maintenu, ou européen. Ça va être compliqué pour attirer du monde. Une autre rencontre, les amis. Je vous laisse. Mon cher Eddy. Moi, je vais. Il reste sur Lyon, je crois. Non, mon choix va être bizarre. Je vous parlais de PSG Evian, mais pas du côté parisien, du côté d'Evian Thonon-Gaillard. Evian Thonon-Gaillard, j'attends chaque année qu'ils descendent, mais qu'ils descendent jamais. Ils sont 18e. Non, mais tout à l'heure, tu me parlais d'un groupe solide. Mais là, on va surtout parler du groupe Danone. Faut dire ce qui est. Evian Thonon-Gaillard a été un club monté pas de toutes pièces, mais c'était Croix de Savoie à l'époque. Croix de Savoie à l'époque. Donc Evian Thonon-Gaillard a été monté par le groupe Danone avec l'actionnariat de Zidane et de Lizarazu, qui a un rôle officiel, de représentation. Et qui ont retiré leur bille il y a maintenant 1 an et demi. Le club a été maintenu en Ligue 1 avec rien du tout l'année dernière de la part du Prat, pardon. Et donc cette année, Evian descend lentement mais sûrement. Et je pense que ce club risque de disparaître s'il descend en Ligue 2. On peut rappeler la brouille entre Franck Ribou de Danone et Franck Ribou a retiré ses billes et Danone a retiré ses billes parce qu'il y avait justement une histoire avec l'ancien président. C'est toujours le genre de problème qu'il y a dans le football avec 2 présidents, le président de l'association et le président de la société représenté par la marque du club. Et voilà, c'est des petites brouilles internes. C'est vrai qu'on peut se poser la question pour Evian Thonon-Gaillard, mais bon, ils sont 18e aujourd'hui et quelque part tu peux te dire qu'ils sont à la place déjà qu'ils méritent par rapport à l'effectif qu'ils ont et qu'ils ont l'habitude de lutter pour le maintien. C'est vrai, après il faut peut-être une usure, parce que entre l'année dernière, est-ce que Pascal Duprat aura encore la force de se battre jusqu'à la fin comme l'année dernière? Il y a un moment où ça va être compliqué. C'est très compliqué. Il y a un moment où tu payes. Espérons surtout que Daniel Vaz termine la saison. Il en a déjà 8 buts. C'est lui qui sauve le club. MPG, prenez-le, mon petit gazon. Je l'avais l'année dernière. Il est devenu cher cette saison. L'année dernière, il était à 9 millions. Cette année, à 20. Voilà. Faites attention quand même au niveau des calculs. Je voulais vous faire réagir sur le Paris Saint-Germain. C'est étonnant aujourd'hui. On n'a pas parlé du Paris Saint-Germain sur IDFM 98 FM. Un Paris Saint-Germain très poussif. On en parlait également hors antenne. Jonathan, t'as pensé quoi, toi, un petit peu de ce PSG? Est-ce que Paris va mieux? Non, pas forcément. Non. Oui, en termes de points, parce qu'il y a 3 points de plus, mais non, Paris va pas mieux. Voilà, Marquinhos qui joue pas, un Ibra, on le sent pas au top physiquement, qui est pas dans son match parce qu'il râle pas. Donc, là aussi c'est inquiétant. Voilà, donc un Paris poussif, Paris qui s'en sort par ses individualités. Donc il y a un bon test pour moi à Saint-Etienne le week-end prochain. Donc là on va en savoir plus. Le test on l'a eu déjà. C'est ça, le problème c'est que là tu parles de test alors au final est-ce que Paris a pas repris un ascendant psychologique sur Saint-Etienne? On sait que c'était là, en plus de ça, c'est que tu regardes Paris en une semaine a pris ses 2 bêtes noires et a gagné 2 fois. Oui, après c'est pour moi je dis test parce que Saint-Etienne en championnat être capable de reprendre 3 points là-bas, sachant qu'il y a un Monaco-Lyon qui arrive, un Lyon-Paris juste après qui arrive, donc on peut arriver dans une autre spirale. Il y a Chelsea qui va arriver, peut-être les troupes vont être aussi mobilisés pour ça, donc disons que parce que là on n'en sait pas beaucoup plus quoi. Non, on s'est posé la question la semaine dernière en plateau, c'est d'ailleurs Eddy qui avait soulevé ça. Est-ce que tu penses que les joueurs actuellement ont lâché Laurent Blanc? Est-ce que c'est votre avis à tous les deux? Sinon il y aurait eu des défaites à Saint-Etienne je pense. Non, lâché non, après on les sent physiquement pas mobilisés forcément, pas forcément mobilisés mais à 100%, et puis une perte de confiance. C'est ça, mais après le problème et l'avantage c'est que là de gagner 2 fois alors poussivement certes, et ça gagne. Et ça fait du bien dans la tête, forcément. Paris s'accroche et au final. Et c'est généralement ce qu'on dit, les victoires de champions, etc. Typiquement, les 2 victoires qu'ils viennent de faire là, à l'arraché, mais alors on peut le dire, c'était dégueu. Clairement, c'est des victoires qui vont compter en coupe. Voilà, c'était important. C'était important. C'était Cavani qui rentre, qui marque. Il y a plein de symboles qui font que, tu sais, dans le foot, ça marche beaucoup ce truc-là, c'est que mentalement, toutes ces petites choses qui, pour beaucoup, paraissent anecdotiques. Là, justement, Cavani qui rentre, qui marque, alors qu'on en fait tout un plat. Gagner à Saint-Etienne dans un Geoffroy Guichard qui était quand même bien remonté. Puis le côté bête noire, tu me disais tout à l'heure. C'est ça, le côté bête noire. Evian qui en plus ouvre le score, tu reviens, ils égalisent, et tu gagnes finalement 4-2. Mais pour moi, la semaine va faire du bien. On le disait la semaine dernière, et je le dis depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. Laurent Blanc a de la chance. A cette chance-là d'avoir des pros dans le vestiaire. Ça veut dire il a des joueurs dans le vestiaire qui seront toujours là pour faire le boulot, pour faire le sale boulot.
le Paris Saint-Germain, comme tu l'as dit tout à l'heure, Florian, ça restera dégueu, je pense, jusqu'à la fin de saison. À part 2-3 matchs, à part 2-3 fulgurances, on pense le match face à Chelsea, ça sera autre chose. Ça sera un match en dehors de la saison, en dehors du temps, on va dire. Mais le reste du temps, ce sera pas beau parce que les joueurs, pour moi, ont totalement tourné le dos au coach, vont faire le job parce que ce sont des professionnels. C'est pas les joueurs comme on avait à l'époque, les Dalmates, Luxin, Anelka, qui sont capables de se tirer une balle dans le pied pour que le coach fasse ses valises. De flinguer leur carrière. Ces joueurs-là, ceux dans PSG. Ces joueurs-là ne feront pas ça parce que c'est entre guillemets une autre race de joueurs. Ce sont des champions. Mais le Paris Saint-Germain, ça restera dégueu jusqu'à la fin de la saison, malheureusement. On l'a annoncé cette semaine, le retour de Claude Makelele. Ça serait beau. Peut-être dans quelques jours, quelques semaines, c'est ça. Moi, ça va faire 1 an et demi. Je demande à Léo de revenir. J'ai pas demandé Makelele. T'as Makelele pour le moment. J'aimerais bien. Il n'est pas encore là. C'est en attendant. La semaine prochaine, je fais coup de cœur Makelele. Reviens dans ma vie. S'il te plaît. Un petit message de notre ami Romano. Romano qui nous dit le Paris FC va bientôt se faire une place en Ligue 1 grâce au groupe Vinci. En effet, il évoque une rumeur d'un investissement au sein du PFC. Le PFC qui est déjà soutenu par un grand groupe financier. Le PFC, vous y croyez, vous, chers amis là c'est à toi de nous le dire. C'est toi là qui Moi, connais bien le dossier. En fait. C'est toi qui connais très bien le dossier, Manu. Je sais pas. Toi, mon cher Valentin, qui connaît bien le dossier également. J'ai surtout suivi le Red dossier Star. Red C'est Star, plus Red Star. Mais non, il faut se structurer pour le Paris FC pour répondre à la question de Romano. Il y a une bonne, franchement, c'est. Il y a un excellent coach, il y a un excellent coach, une excellente équipe technique, il y a un très bon groupe, un très bon Chergui au milieu de terrain. Voilà, se faire une place en Ligue 1, c'est très loin. C'est long, très loin. Ligue 2, oui. Ligue 2, oui, on peut le dire. Ils vont jouer la Ligue 2 jusqu'au bout avec des joueurs clés comme Chergui, tu l'as dit, mon cher Eddy. Après, ce qu'il faut dire, c'est pareil. Je suis d'accord qu'il y a un groupe qui veut investir, etc. Mais forcément, les comparaisons avec le PSG vont se faire. Va falloir gérer tout cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect psychologique, faire venir des joueurs à Paris mais pas au PSG, alors que le PSG est en train de prendre une place européenne importante. Il faut créer un contre-modèle, je pense, pour avoir un vrai derby. Il faudra un contre-modèle. Le Paris Saint-Germain, on le sait, c'est clinquant au travers de tous les âges, que ce soit Canal+, que ce soit Boril, ça a toujours été un club clinquant. Est-ce qu'il faudrait pas faire un club de la formation, parce que le PFC est connu pour la formation, avec des super équipes U19 en Gambardella qui ont déjà fait beaucoup de très belles choses. Elle est peut-être là l'avenir d'un deuxième grand club à Paris. Écoute, moi je vais donner je vais te dire le contraire. Je pense que le Paris FC ne pourra pas être le deuxième club de Paris, mais je pense que ce serait plutôt le Red Star qui pourrait devenir le deuxième club de la banlieue parisienne. Parce que, oui, dans la symbolique, tu veux dire. Je pense parce que aujourd'hui, il y a un groupe qui est en train de se former. Il y a encore comment dire. Il y a plus de sous actuellement au Red Star aussi. Ouais, mais il y a toujours cette ambiance historique. Bien sûr. Qui n'existe pas à Charletti. Moi, j'y vais très souvent et je trouve que là-bas, quand on y va, il y a un petit peu de magie. Il y a un truc. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qu'il faut noter. Et puis même créer exprès, on va dire, parce que là c'est fait exprès, de créer sur un modèle comme le modèle londonien, le modèle mancunien, même voire Liverpool et Everton, donc qui sont de la même ville. Créer exprès cette rivalité, je ne sais pas si c'est vraiment sain et vraiment bon pour le football en France. Il nous faut un deuxième grand club à Paris quand même. Oui, mais il faut que ça se fasse naturellement. Enfin, un grand club, deuxième club. C'est ce qu'on dit avec le Red Star. Le Red Star serait plus naturel que le Paris FC en fait. Et je pense que ce serait mieux justement même pour la concurrence d'avoir quelque chose de naturel. Après, moi je voulais revenir sur la Ligue 1. PG7, notre ami de Rennes qui n'a pas marqué. Alors Ntep, je voulais le garde pour Twitter tout à l'heure, mais il se déchaîne sur Twitter depuis PGC. Il me fait des blagues sur Twitter. Et entre le match du PSG et là le match de Guingamp ce soir, il est magnifique. Paul Georges, continue comme ça parce que là je vais vous régaler. Non, tout à l'heure, j'ai noté quand tu as donné les résultats, tu as dit que Monaco est allé gagner à domicile. Non, est allé gagner, c'est vrai. Tu sais que ça, en fait, au final, c'est une vérité. Parce qu'ils n'habitent pas Monaco, les joueurs. Non, puis même, en fait, ils jouent à l'extérieur à chaque fois. Donc, on peut dire qu'ils peuvent. C'est la seule équipe qui peut aller gagner à domicile. Donc, c'est bien vu et voilà, je voulais le dire. Merci de m'avoir appuyé dans cette formule un petit peu malencontreuse. Monaco 5e. Monaco fait pas de bruit et celui qui fait pas de bruit, justement, c'est Montpellier et on l'a vu là dans les messages. Barrios, le triplé. Et Montpellier, comme c'est le modèle Evian, mais en le positif, fait pas de bruit, mais pareil, Montpellier, quand on regarde, c'est 6e, 32 points. 8e même à la fin de la... Oui, 6e, pardon. 6e, 32 points, donc voilà. Et Montpellier qui a joué des semaines et des semaines en dehors de son stade. Exactement. Et en plus de ça, donc ils font pas de bruit. Mais finalement, si on demandait à quelqu'un aujourd'hui où est-ce que vous pensez où Montpellier est, ils auraient dit milieu de tableau. Et là, on se rend compte bizarrement, non, ils sont proches de l'Europe, quoi. Donc
Ils font pas de bruit, mais et puis Mounier a dit qu'il faisait sa meilleure saison. C'est vrai qu'il fait une grosse saison. Il est important ce garçon-là. Et puis sans Cabella, quoi. Je veux dire, Cabella est parti se perdre à Newcastle. Je pense qu'il est en train de se ronger les ongles là, en ce moment. C'est clair. De voir ce qui se passe. Et puis des beaux résultats face au haut. Montpellier qui a pris 6 points contre Marseille, qui a pris 1 point au Parc. Je me souviens plus ce qu'a fait Montpellier contre Lyon. Il faut reconnaître le gros travail tactique qui a été fait par Roland Courbis, notamment sur la double confrontation avec l'Olympique de Marseille. On sent que le groupe le suit, en tout cas dans l'engagement proposé sur le terrain. Moi, je voulais faire un petit écho quand même au dernier de ce championnat de Ligue 1, Caen, qui était dernier avant le début de cette 21e journée. Romano, ça va lui faire plaisir, notre auditeur, bien entendu. Caen, moi, j'aime bien en fait cette équipe, tout simplement parce qu'elle est créée, on va dire, dans un autre business plan, entre guillemets, que les autres équipes de Ligue 1, avec pas forcément des joueurs issus de la formation, mais des joueurs issus notamment des championnats de national, championnats même de CFA, où certains joueurs se relancent, certains sont même arrivés jusqu'à l'équipe de France, et il y a de sacrées pépites dans cette équipe de Caen, Duhamel notamment, N'Golo Kanté également à suivre, et puis également un défenseur central qui était passé du côté du FC Rouen. Peut-être que Romano va nous redonner ça dans quelques instants. C'est Da Silva, garçon très intéressant en tout cas, et j'espère que cette équipe de Caen, on dit chaque saison qu'ils sont en Ligue 1, j'espère qu'ils vont pouvoir se maintenir. Ils font souvent l'aller-retour. Je pense qu'ils ont peut-être digéré avec ce 4-1 l'histoire qui leur est arrivée en début de saison. Donc là, ils reviennent bien, c'est serré. Ça va être compliqué, c'est sûr, pour se maintenir. Mais en tout cas, ils sont pas morts. C'est-à-dire que on le voit, ils sont à 2 points de se sauver. Une petite série. C'est ça. Rouge, des bons matchs à domicile, aller prendre quelques points à l'extérieur chez des concurrents directs. Parce que là, c'est vrai que quand on regarde le classement, Lorient 14e, 23 points, et Caen en dernier 18, ça fait que 6 points d'écart. C'est pas beaucoup, 5 points d'écart même, c'est pas beaucoup. Et finalement, ils sont c'est pas ça, si une loin. série, non, c'est pas si loin. Alors qu'on a pas gagné l'impression depuis le 25 octobre, et ils sont finalement et pas si loin. c'est vrai que tu parlais de modèle, Manu, et c'est exactement ça en fait. C'est la transition Ligue 1, Ligue 2, mais ils l'ont faite de manière, pour une fois, on va dire, intelligente, même si ça paye pas forcément avec tout des de petits suite. Investissements, mais voilà. En tout cas, moi j'en parle en tant que supporter au Serrois et je me projette sur la montée en Ligue 1. Et ce qui me fait peur, ce serait justement de s'emballer tout de suite à récupérer des joueurs. Et je me dis que non, justement, c'est vrai qu'il faudrait peut-être plus s'inspirer maintenant de ce qu'a fait Caen. Ça paye peut-être pas là tout de suite, mais j'espère qu'à la 38e journée, ça payera et qu'ils seront sauvés. Patrice Garande également, grand coach du côté de Caen, surtout un coach qui fait travailler ses joueurs. On parle souvent de Bielsa qui fait énormément travailler les Marseillais, mais c'est vrai que du côté de Caen, c'est toujours un petit peu pareil également. Les amis, on va refermer tout de suite cette page Ligue 1. Juste avant, je vous fais un petit plaisir, on va partir du côté du Stade Vélodrome, voir avec Valentin où est-ce qu'on en est entre Marseille et Guingamp. Est-ce qu'il y a eu du but déjà? Oui, non, ça reste à 0-0. Carton jaune pour Morel qui a fait une énorme faute là sur Beauvu. Il y aura un coup franc assez intéressant pour les Guingampais, mais bon. On suit ou pas? Est-ce qu'on suit en direct? Écoutez, je peux vous appeler dès qu'il y a un petit. Un poteau, on se revoit la semaine prochaine. Mais tu sais que Canal Plus va nous déprogrammer à cause de lui. C'est ça, c'est terrible. Non, mais bon, c'est vrai que pour l'instant, Gignac qui a essayé à maintes et maintes reprises de tromper le gardien Guingampais, mais ça ne bouge pas. Ça fait rentrer le Joker quand même. Batshuayi est rentré. Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que moi, ce que je me pose la question là, c'est que Guingamp a joué à 10 contre 11 tout un match là cette semaine. Et Marseille n'arrive pas à plus les déborder que ça, et c'est étrange. Ouais. C'est inquiétant. On les sent déjà usés. C'est ça. Mais tu parlais de Batshuayi, mais depuis tout à l'heure, je regarde un petit peu. Tu le vois pas il est très brouillon. Non, mais il est très très brouillon. Il bouge beaucoup, mais il est très très brouillon. Mon cher Valentin Paris, qui a beaucoup de courage en tout cas de vous amener chaque semaine l'affiche du dimanche. Ça nous coûte très cher, notamment en psychothérapie le lundi matin. Merci beaucoup Valentin. Un dernier message de Romano. Pascal Duprat, c'est le Giroud de l'ETG. Mon cher Florian Fournier, je sens que ça vous a plu ce message. Je lui dirais qu'il continue de se porter Caen et puis qu'il ne parte pas du côté des liens. Parce qu'on ne peut pas comparer ce genre de personnage. Bien entendu. On a tout dit pour la Ligue 1. On va passer désormais, rester dans le football et on va parler de Cannes. On a un invité, un spécialiste du football africain qui va arriver dans cette émission d'ici quelques instants. Mais avant cela, avez-vous entendu, chers amis, l'hymne de la Cannes? Non. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Bienvenidos a la cantina de Minambolo. Ole, 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 ole. Cup Nation, dem Mama Africa. Ça danse le foot, ça parle le foot, pas toi en Afrique.
C'est la passion, on est tous des fous de fous. Uganga Shingamoti, Uganga Shingamoti, Uganga Shingamoti, on est tous des fous de fous. Uganga Shingamoti, Uganga Shingamoti. Udala kumatiri jabana tuba madama mama dati batu mama dati. Hey. Ola ola olelele ola ola Africa. Ola ola olelele ola ola olelele ola Africa. Come on everybody, move to the rhythm. Time I don't this man. Fire east to the west, to the north, to the south, 'cause tonight to the song we go there. This is the time to show we got the drive. Make up your mind, but don't forget this right. The body and the center, you're back at the net. A good boy, that's so good. Nganga Shikaboti, Nganga Shikaboti, Nganga Shikaboti. Shikaboti, Shikaboti, Baboti. Tout le monde va danser pour jouer. Jouer les ballons. Et à deux que les gars, c'est ma tête, ça Shikaboti, malaye. Africa, rendez-vous, la fête du foot commence ce soir. Il y a le tour, on fait le fou. Voilà ce très bel hymne Je de la préférais CAN. Jennifer Lopez Pitbull pour la Coupe du Monde. Tu sais que j'arrête pas de l'écouter encore aujourd'hui. Elle me rend J'ai heureux des quand je suis frissons. triste. À chaque fois que j'entends, j'ai des frissons. C'est vrai, elle fout le cafard, moi, quelquefois. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. Dernier jour de 2014, j'écoutais que cette chanson. Bref, on n'est pas là pour parler musique, on est là pour parler sport, les amis. Et de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé ce week-end. On peut déjà vous donner quelques résultats. Tunisie, Cap-Vert, 1-1. Le Congo a arraché le match nul face au pays hôte, la Guinée équatoriale, 1-1. Le Gabon a battu le Burkina 2-0 avec un but notamment de Aubameyang. Et puis la République démocratique du Congo était opposée à la Zambie pour le derby et également 1-1. Votre avis, chers amis autour de ce plateau, sur ce début de Coupe d'Afrique des Nations et sur ce qui pourrait être pour vous peut-être une Coupe d'Afrique des Nations de surprise, comme d'habitude, je ne sais pas. La CAN, entre guillemets, on va pas dire commence demain, non, c'est pas ça, mais les gros sortent demain. On pense au groupe C, celui du Ghana, du Sénégal, de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Et après, on aura le groupe D avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Cameroun. Donc là, on a eu l'apéritif et le plat de résistance, c'est pour demain. Bien entendu. Est-ce que quelque chose à rajouter sur ce premier week-end de Coupe d'Afrique des Nations? Moi, ce serait surtout sur la compétition. Moi, c'est toujours un moment que j'adore parce que c'est vraiment, je trouve qu'il donne de la fraîcheur. C'est un autre football, je suis d'accord avec toi. Incroyable, c'est vachement agréable à regarder, c'est vivant, puis même dans les tribunes, c'est toujours agréable. Il y a toujours des chants sympas et tout. Enfin, franchement, c'est toujours mon petit moment fraîcheur de l'année. En plein hiver, bien entendu. Moi, ce que j'ai noté, juste, c'est la petite déclaration d'Aubameyang qui a dit après son match qu'il travaillait dur pour devenir un attaquant aussi fort que Drogba et Eto'o. Voilà, je trouve que pour Aubameyang, comme tu disais tout à l'heure, on pouvait être déçu de parler football avec un joueur de foot. Voilà, pour le coup, avec Aubameyang, justement, je pense que le gratin, s'il avait dit Georges Weah entre les deux, ça aurait été. C'est peut-être pas sa génération. C'est peut-être pas sa génération. On va accueillir tout de suite sur ce plateau Mansour Loum. C'est un spécialiste du foot africain, notamment sur Internet. On aura l'occasion de lui faire un petit peu sa pub. Bonsoir Mansour. Bonsoir. Bienvenue sur IDFM 98 FM pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors on a quelques questions à vous poser, vous qui suivez bien sûr cette compétition de près. Est-ce que justement on peut encore voir des surprises comme à chaque édition de cette compétition si particulière? Est-ce que vous avez déjà un avis sur ces surprises à venir? Alors, pour cette édition, une surprise, je pense, si vous pensez genre une surprise comme la Zambie en 2000, exactement, ce sera peut-être un peu plus compliqué quand même. Cette année, il y a des équipes qui sont sur le retour dans cette compétition, qui nourrissent de sérieuses ambitions et qui n'entendent pas se laisser surprendre par des adversaires qu'elles pourraient un petit peu prendre de haut. Et je pense que justement cette CAN elle est assez ouverte parce que même s'il y en a beaucoup qui mettent l'Algérie entre guillemets archi favorite devant après sa Coupe du Monde, mais derrière il y a quand même 3-4 outsiders qui peuvent lui jouer le titre. Justement, l'Algérie, c'est intéressant qu'on en parle parce qu'on a la chance d'avoir sur ce plateau quelqu'un qui suit l'Algérie de près malgré ses origines italiennes. C'est Eddy Amari. L'Algérie, vous l'avez dit, favori de cette édition 2015. Très clairement, qui peut aller lui disputer le titre final, la victoire? Alors, mais justement, il y en a des équipes qui peuvent faire jouer l'Algérie parce que, certes, l'Algérie sort d'une très bonne Coupe du Monde. L'Algérie a développé beaucoup de jeux pendant les éliminatoires. Elle a gagné 5 matchs sur les 6 qu'elle a joués.
Mais l'Algérie, face à des équipes avec un style un peu plus direct et on va dire un peu plus de physique, comme justement deux équipes qui sont dans son groupe, le Ghana et le Sénégal, se retrouvent déjà beaucoup plus en difficulté. Et le Cameroun aussi, c'est le genre d'équipe voire même la Côte d'Ivoire, sont des équipes qui ont le jeu pour la contrer en fait. Et puis surtout, bonsoir Mansour et Diamari, surtout on le rappelle pas assez, les équipes du Maghreb ont beaucoup de mal en Afrique subsaharienne. Exactement, voilà. En fait, souvent, il faut pas tout de suite comparer, entre guillemets, Coupe du Monde et CAN. Ce sont donc deux compétitions totalement différentes, c'est pas du tout le même contexte. Alors, autant si la compétition avait vraiment lieu au Maroc, moi personnellement, j'aurais vraiment mis l'Algérie ultra favorite parce qu'en plus, leur eu son public. Mais là, le contexte, Afrique centrale, climat, la pelouse, j'espère qu'elle va tenir, on verra, mais c'est plus compliqué. Parce que la pelouse, c'est ça, elle a été posée il y a moins d'un mois, non ? Elle a été posée il y a... On est quel jour aujourd'hui ? On est le dimanche. 17, il y a à peu près 15 jours. Il y a à peu près 15 jours. Donc, voilà. C'est vrai pour l'instant, on a vu que ça tenait à Baby, mais est-ce que ça pourra tenir les 3 journées ? Ça, c'est la question. Mais est-ce qu'on va avoir le droit à une grande CAN, tu penses ? Parce que ça a été une CAN organisée à la dernière minute. On se souvient celle du Zimbabwe en 2000 qui a été annulée et puis reportée au Ghana et au Nigeria. Ça avait été pas mal. Mais est-ce que là, tu penses que celle-ci sera réussie ? Alors, je vais pas te mentir, moi, au début, j'avais quelques réserves quand même. Parce qu'on va pas se mentir, organiser une CAN en 74 jours, c'est très très compliqué quand même. Et surtout que la Guinée équatoriale, mine de rien, c'est un petit pays. Trouver 4 stades, toutes les structures qui vont avec, niveau hôtelier, sanitaire et tout, c'était très compliqué. Bon, il y a quelques ratés pour l'instant en termes de logistique, mais sur le terrain en lui-même, pour l'instant, il n'y a rien à redire. Le spectacle est au rendez-vous. Les stades, les 4 matchs pour l'instant, quasiment stade plein. Il y avait la fête dans les tribunes. Il y avait quand même pas mal de jeux. On est sur une moyenne de 2 buts par match. On part sur de bonnes bases, on va dire. On l'a dit, il y a eu également un tirage au sort plutôt incroyable. On pourrait en parler, on pourrait les détailler, notamment ces groupes. On a le groupe C avec l'Algérie, le Sénégal, le Ghana, l'Afrique du Sud, le groupe D également avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et le Cameroun. Il va y avoir forcément de la casse, Mansour, dès la phase des groupes. On va dire que les équipes qui sont dans ces groupes, elles savent qu'elles vont rentrer dans la compétition directement. Il y aura pas de match d'observation comme par exemple d'autres équipes ont pu avoir cette chance. Là, il y a directement 3 finales à jouer, sachant que quand on sort de ces poules, directement le quart des finales qui suit, ce sera contre une équipe du groupe C ou du groupe D, ce sera encore un gros match. Et donc les équipes, les joueurs, ils seront vraiment mis à contribution d'entrée de jeu. Et tu penses que le vainqueur de cette CAN sortira de ces 2 groupes ? Je pense. Après, ce qui peut jouer en faveur des groupes, des équipes des groupes A et B, c'est, on va dire, la fraîcheur physique. Peut-être en termes d'adversité, il y aura des oppositions qui seront, on va dire, d'un niveau un peu moins élevé, et peut-être que ça peut leur porter, on va dire, bonheur de ce point de vue-là, en termes de peut-être avoir moins de joueurs blessés ou suspendus, et ça peut faire la différence. Mais à mon sens, le futur vainqueur de la CAN, il sera ou dans le groupe C ou dans le groupe D. Et justement, Mansour, moi je voulais te faire revenir un petit peu sur le groupe A avec, on en a parlé, le pays hôte, la Guinée équatoriale, qui a un groupe plutôt facile, qui peut même avoir un tirage plutôt facile si jamais ils finissent premiers de leur groupe. Ils ont fait 1 partout aujourd'hui contre le Congo. Est-ce qu'on peut attendre une surprise de la part des Guinéens ? Les Équato-Guinéens, alors... Moi, je pense pas. Après, peut-être qu'ils pourront sortir des poules, aller en quart, mais ensuite, aller plus loin, ce sera compliqué parce que on l'a vu sur le match d'ouverture. La première mi-temps, on a tous été impressionnés avec une équipe ça jouait beaucoup dans tous les sens, beaucoup de rythme, d'intensité, d'agressivité dans les duels, mais c'est une équipe qui, entre guillemets, qui était poussée par le public. Alors, on a vu directement en deuxième période que c'était beaucoup plus compliqué physiquement, que tactiquement, une fois que le Congo avait mis le pied sur le ballon, c'était déjà plus compliqué pour eux de suivre. Donc, je pense que quand même, elle va commencer à atteindre ses limites. D'accord. Et le Burkina Faso, est-ce qu'on peut attendre encore la même surprise que lors de la précédente édition ? Alors, je pense pas, parce que, mine de rien, l'équipe est moins forte que par rapport à 2013. Il y aura aussi un petit peu moins cet effet de surprise parce que c'est une équipe qui sera attendue, et d'ailleurs, même le sélectionneur, il l'a reconnu, et on va dire, c'est quasiment le même groupe qui a été reconduit par rapport à l'édition en Afrique du Sud, et lui-même, il a avoué un petit peu que son équipe, elle était quand même moins forte que ce qu'il a pu avoir il y a 2 ans. Mansour, dernière question, et après je donnerai la parole à Heidi, bien entendu. On l'a dit, cette semaine, il y a un programme de match plutôt alléchant au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations. Si tu pouvais aller conseiller un petit peu nos auditeurs qui connaissent pas forcément la CAN ou qui n'ont pas l'habitude de la suivre, et cette année justement en France, il y a un vrai dispositif qui a été mis en place par Canal+. C'est quoi là les rencontres qui vont être chaudes ? Il y en a un paquet cette semaine. Alors,
pour quelqu'un qui veut juste, on va dire, sélectionner des matchs, je conseillerais de suivre toutes les rencontres du groupe C. Ah bah oui. Il n'y aura pas une rencontre qui vaudra le détour, parce que même s'il y en a qui ont tendance à sous-estimer l'Afrique du Sud, c'est une nation qui monte, ils ont un vrai collectif, et ils seront compliqués à jouer. Donc on va dire toutes les oppositions du groupe C. Après la Côte d'Ivoire, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'elle va proposer, justement, parce que en préparation, on a vu qu'elle était vraiment en difficulté. Donc voir est-ce que Hervé Renard il va réussir à rebooster ses troupes. Et puis le Cameroun aussi qui serait intéressant parce que il montre un visage vraiment opposé de celui qu'ils ont pu montrer à la Coupe du Monde. Mansour, je vous coupe 2 secondes puisqu'il y a un but du côté du Stade Vélodrome. On va aller voir notre ami Valentin Paris. Reste avec nous, Mansour. Qu'est-ce qui s'est passé, Valentin? C'est pas le plus beau, hein. C'est pas le plus beau, mais c'est l'Olympique de Marseille qui a ouvert le score et c'est Lemina avec une drôle de célébration. Djadjedji qui prend l'appareil photo d'un photographe et qui prend en photo toute son équipe, tous ses Samuel Eto'o l'avait fait. C'est pas mal. Ouais, c'est un centre donc de Djadjedji, j'en parlais tout à l'heure. Et bien c'est un centre de ce même homme, une reprise de volée d'Imboula au deuxième poteau qui est repoussée par le gardien et Lemina reprend d'une tête. C'est encore un cafouillage. Sorbonne un but Ligue 1 quoi. Voilà, c'est ça. Sorbonne est un peu trop court pour récupérer le ballon et ça file dans le but du gardien Guingampais. Je ne sais plus comment il s'appelle. Excusez-moi, Lossol je crois. Exactement, voilà. C'est bien ça. On rappelle le temps très rapidement. On est sur la fin de match. Il reste 85. Il reste 5 minutes de jeu et l'Olympique de Marseille qui mène 1-0 grâce à Mario Lemina. Merci beaucoup mon cher Valentin, on reviendra bien sûr au Stade Vélodrome dans quelques instants pour vivre peut-être en intégrale cette fin de match. On retrouve Mansour, notre invité, Mansour Loum. Eddy avait une question notamment. En fait c'est un tweetos qui s'appelle le 10 dans le dos, on a une question de sa part. Il souhaiterait avoir plus d'informations sur le mystère Claude Leroy qui a fait toutes les sélections africaines. Donc ses méthodes de travail. Alors, de Claude Leroy, il y en a beaucoup qui l'aiment sur le continent, qui l'apprécient pour ce qu'il a pu faire, les talents qu'il a pu sortir, on va dire certaines fédérations qu'il a pu aider à grandir. Il y en a d'autres qui l'apprécient beaucoup moins qui l'accusent de tous les maux justement de faire un petit peu perdurer les mythes du sorcier blanc, de pas avoir des résultats forcément, d'être souvent, d'avoir des copinages avec certains agents pour faire jouer des joueurs et tout. Donc on va dire c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. D'accord. Oui, comme chaque mythe, il y a une face cachée. Mais après quand même, on va dire, même si on va dire là quand même il est sur la fin de sa carrière, il commence à prendre de l'âge et les résultats sont moins en rendez-vous. D'ailleurs, on voit qu'il prend des sélections, on va dire modestes. Ouais, il avait pris la Syrie, la Syrie et l'Oman. Voilà, mais quand même, il a vraiment apporté au continent africain, au football africain. Merci beaucoup en tout cas Mansour Loum d'avoir été avec nous. Juste avant de se quitter, pour vous c'est qui le vainqueur cette année? Allez, on va faire croire que vous êtes un devin, que vous avez une boule de cristal pour cette CAN. Vous êtes un grand spécialiste bien entendu de la Coupe d'Afrique des Nations. Si vous voyez un seul vainqueur, ce serait qui? Attention, on va te rappeler Mansour à la fin. Parce qu'en plus vous avez posé la question, ce sera le Sénégal évidemment. Merci beaucoup Mansour d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous écrivez pour Afrique Foot, c'est bien ça, c'est un site internet qui traite Afrique Foot avec le K, ouais. Voilà, exactement. Allez vraiment voir ce site et surtout suivez également Mansour Loum sur Twitter. Il a été recommandé par un certain Charles Chevillard sur Twitter qui est généralement à bon goût et c'est vrai que Mansour a de très très bonnes informations. Merci Mansour d'avoir été avec nous en tout cas. De rien, c'était un plaisir. Bonne soirée. Merci et à beaucoup. très vite. À la semaine prochaine peut-être, je viendrai vous embêter. Écoutez, pourquoi pas. Au revoir Mansour, merci pour tout. Voilà, on va tout de suite switcher très rapidement chers amis. Oui, on va switcher très rapidement sur le journal des sports en Ile-de-France. C'est avec Monsieur Valentin Paris, bien entendu. Les informations sportives dans votre région, c'est tout de suite sur IDFM Sport 98 FM. Mon cher Valentin, quoi de neuf en national et en football? Je crois que tu vas commencer par la Ligue 2 en fait. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Par la Ligue 2 et donc Créteil qui a concédé le match nul à Châteauroux, 2 buts partout. Les Cristioliens se classent 15e. C'est très inquiétant du côté de Créteil. C'est compliqué parce que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas remporté de match en Ligue 2. Donc, puis vu le niveau de jeu, je peux te raconter, je peux te dire que l'effectif est très très faible pour la Ligue 2. C'est très très compliqué. Moi, je les ai vus jouer contre Auxerre il y a une semaine. La semaine dernière, c'est Puy-Grenier avait égalisé à la dernière seconde. Et puis surtout qu'en deuxième mi-temps, Créteil n'a pas existé. S'ils ont mis le pied 2 fois de l'autre côté la ligne médiane, c'était déjà beaucoup. Miracle. Voilà.
Donc on enchaîne sur le national et le Bien Paris sûr. FC qui continue son j'aime cavalier le national. seul en tête du championnat. Nouvelle victoire pour les Parisiens à Charletti face au Poiré-sur-Vie, 1-0. Le match entre le Red Star et Luçon a été remporté pour cause de pelouse impraticable. Reporté, du coup, alors. C'est ça, reporté. J'ai dit quoi? J'ai dit Remporté. Remporté, ben non, C'est pas grave, reporté. mon cher Valentin, c'est la fatigue. En CFA, voici les quelques résultats du week-end. Il y a eu beaucoup de matchs qui n'ont pas été joués. Défaite de Mantes à Sedan 3-1. Aïe, 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 ça va pas J'en le profite moment. d'ailleurs pour rappeler que le club de Sedan, rétrogradé il y a quelques saisons, se dirige vers une montée du national avec 5 points d'avance sur le deuxième. Et on rappelle que la victoire est à 4 points en CFA. Hein. Ouais, mais la défaite à 1 point. Et est à ça 1 point compense. également, voilà. Toujours dans le groupe A, la réserve du PSG s'est imposée sur la pelouse de Romorantin, 2-1. Dans le groupe B, seul résultat pour un club de l'Île-de-France, c'est Drancy qui s'est imposé sur sa pelouse face à Monceau. En rugby, Eddy. Oui. Ah, attends. Roulement de tambour. D'abord, Café Daumont. D'abord, je voulais juste vous préciser que l'Olympique de Marseille mène 2-0 grâce à Gignac. Oh, incroyable. Ah, Bon. tiens, je t'appelle plus la guine. Il est sorti du stade, hein, vous avez entendu. Hein. Il est plus dans le stade, Valentin. Mais par contre, Daumont, bah non, ça marche pas du tout. Et ça devient de plus en plus inquiétant. Déjà, défaite la semaine dernière 20-0 et cette semaine, enfin hier, défaite 48-7. Face à Orsay. Les Daumontois sont toujours 7e du classement parce que il y a aussi des équipes de peintres dans cette poule. Donc pour l'instant, Daumont qui reste en Fédéral 2. Mais ça devient d'ici, ça devient compliqué. Moi, il y a peut-être la solution, c'est qu'ils ont perdu leur Messi il y a quelques années, un certain Johan Guillaume. YG, un certain YG5, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Ouais. Manu, je te coupe, je suis désolé, hein, mais il y a un penalty. On va peut-être suivre ça alors. Au stade Vélodrome, c'est Guingamp. Carton rouge pour Rod Fanny. C'est Bobu qui tire en position, je crois, de dernier défenseur. Je vais vous dire ça tout de suite. En effet, il n'y a pas grand-chose. Allez, sans carré, tu le mets au fond. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un croc en jambe sur Claudio Bovu qui filait tout seul au but. En position de dernier défenseur, j'imagine. Tout à fait. Donc carton rouge pour Rod Fanny, penalty. C'est Bovu qui va le tirer sans doute, ce penalty. Pour j'égalise à MPG. C'est Claudio Bovu. C'est Claudio Bovu. C'est la guine, Valentin, il va le louper le prix. Ouais, tu vois. Ça va être en tribune, ça va être au-dessus. Alors allez, Claudio Bovu qui se présente face à Steve Mandanda. Il va jamais le tirer. Et tu nous rappelles que Gignac a doublé la mise, 2-0 pour Marseille. Il y a 2-0 pour Marseille. C'est la combien minute il reste 1 minute dans le temps additionnel. Hein. Il y avait 2 minutes de temps additionnel et là on est à la première minute et 15 secondes. Allez. c'est parti pour Claudio Bovu. On attend le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ça met du temps, il y a de la tension au stade Vélodrome, les amis. Ça, c'est parti. Ah, monsieur, je ne sais plus comment ça s'appelle. Allez, c'est parti. Et c'est dedans. C'est dedans. Claudio Bovu qui réduit le score. 2-1. Ça va être compliqué. Il reste 45 secondes dans le temps additionnel. On va suivre ça. Tu nous fais surtout une alerte s'il se passe quelque chose, Valentin. Finalement, pas trop mal cette petite affiche de Ligue 1. Mieux que cette 53, c'est ça la semaine dernière. Heureusement qu'il y avait les 10 dernières minutes, hein, on va dire. Je vais continuer la suite du journal, je vais continuer et je vais faire plaisir. Je vais te faire plaisir, Manu. Je vais deux nouvelles. Donc en tennis de table, la SRJ Pontoise qui remet son titre en jeu, son titre de champion d'Europe en jeu jeudi soir prochain face aux Allemands de Düsseldorf. Donc ça sera à Pontoise au Hall Omnisport Philippe et MS. Ceux qui ne sont jamais allés voir un match de ping-pong, de tennis de table. Ouais, tu vas pas te faire des amis, ils vont tous venir là pour ton JT, les mecs. C'est vraiment assez impressionnant. Et les pongistes qui fument énormément de cigarettes avant de faire des matchs, c'est véridique. Ça déstresse. Les Chinois sont très forts. Tu sais pourquoi Tu sais pourquoi je sais ça? Dis-moi. Parce que dans Metal Gear Solid 1, quand tu tirais au sniper, au fusil à lunettes, si tu ne voulais pas trembler, fallait fumer une cigarette avant. Et c'est vrai, c'est véridique. Elle est bonne cette anecdote, retenez-la. IDFM Sport, IDFM 98 FM. Et tu m'avais demandé quelque chose, Manu, la semaine dernière. Les Cougars. Les Cougars de Saint-Olomone, on en est où, qui jouent donc quand même en élite, en championnat de France élite. Eh bien écoute, je vais pas ça va pas te ravir, mais les Cougars de Saint-Olomone sont toujours en préparation de leur saison car elle ne débutera que le 7 février. Bah oui, après le Super Bowl. Voilà, c'est vrai. Faut se renseigner les gars. Et ils se déplaceront chez les
Templiers d'Élancourt. Et les Cougars, qui est une équipe reconnue pour son expérience, mon cher Florian. Oui, c'est une bonne blague. C'était pour les faire plaisir. J'ai quelques amis qui évoluent dans cette équipe. Oui, c'est vrai en plus. Voilà. Tout à fait. Dont un international marocain qui partira, on ne sait pas où, parce qu'on ne sait pas où va jouer la Coupe du Monde encore, en Suède ou aux États-Unis. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous. C'est énorme. On essaiera de le faire venir, le garçon. Ça pourrait être intéressant, justement. Pas de souci. Un garçon très drôle. Et Manu, l'Olympique de Marseille qui donc s'impose 2-1 face à Guingamp grâce à Lemina et Gignac. C'est beau vu qu'il a réduit le score à la dernière minute sur penalty. À noter le carton rouge de Roth Fanny. C'est un Allemand désormais, notre ami Roth Fanny. 22h53 sur IDFM 98 FM. On vous rappelle bien entendu la victoire, comme vous l'annoncez, mon cher Valentin. 2-1 face à Guingamp au stade Vélodrome. Et un petit message pour toi, Valentin, comme quoi tu avais la lourde tâche de remplacer Monsieur Greg Rouillat aujourd'hui. Toujours au top, les gars, surtout le petit Valentin. Très bonne édition. Très bonne émission de la part de Manon. Voilà. Merci beaucoup. Des filles. Amazon 06. C'est incroyable, mec. Ce qu'il peut générer c'est comme le polo PSG. nana en direct comme ça. C'est la carte PSG, ça. Ouais, je me sens vieux d'un coup. Je me sens vieux. Je me dis, il se passe plus rien pour nous, quoi, les amis. Très rapidement, on devait faire un sujet tennis plutôt élaboré. Malheureusement, on a eu beaucoup d'actualités là dans cette émission. Alors, je voulais vous faire réagir un petit peu et surtout faire réagir notre spécialiste tennis, Jonathan, qui est venu. Jonathan, l'Open d'Australie, on l'a dit l'année dernière. Il y a eu de grandes surprises. Est-ce que cette année, ce sera pareil ? L'Open d'Australie, c'est toujours un début de saison, il fait chaud. Voilà, les joueurs savent pas trop où ils en sont. Donc oui, c'est possible. Après, généralement, on retrouve quand même les mêmes. Hein. Un Djokovic, même s'il il vient d'annoncer qu'il était un petit peu malade ces derniers temps. Un Andy Murray qui revient bien, attention à lui. Federer qui reste sur une bonne fin de saison. Après, en termes de surprise, malheureusement, j'avais un espoir sur mon fils, mais vu ce qu'il vient de déclarer, il vient de dire qu'il était au fond du gouffre. Bon, j'ai mis des doutes. Tsonga forfait. Donc après, tu penses que c'est du bluff pour mon fils ? Ça peut être du bluff en tout cas. Bon, après, il arrive toujours en méforme à Roland Garros. Il fait demi-finale, donc pourquoi pas. Mais malheureusement, Melbourne n'est pas en France, donc voilà. Après, en termes de surprise, je suis curieux de voir ce que vont donner des joueurs comme Dimitrov, Nishikori, Silic. Donc intéressant. Ce que va donner Nadal sur un premier tour contre Youzny. Après, je pense quand même qu'on retrouvera les mêmes à la fin. Au final. Flo, toi, tu hochais la tête sur le Canada notamment. Ouais, je rejoins un peu ce que disait Jonathan. C'est vrai que c'est Open Australie, début de saison, beaucoup de surprises. Le seul, bizarrement, qui a dit qu'il n'avait pas de pépin, c'était Roger. Federer a dit qu'il était au mieux de sa forme physiquement qu'il n'avait plus de problème au dos. Donc, personnellement, évidemment, je suis un grand fan de Federer, mais je vais... pourquoi pas miser une pièce pour ce grand chelem sur lui. Djokovic, il sera là, faut pas s'inquiéter. Faut même pas prendre ses déclarations pour argent comptant, faut les enlever. Après pour les surprises, je suis pas d'accord, parce que je pense qu'il n'y en aura pas cette année. Ah non, comme moi je parle de surprise, c'est quart demi, pas plus. Hein. Et voilà, Dimitrov, etc. On l'a vu là dans les tournois de préparation, c'était pas solide. Nishikori, depuis l'US Open, finalement on ne voit plus trop. Silic, il a même déclaré lui aussi qu'il n'était pas encore en super forme. À voir. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est quart, demi, pas plus. Après, ça sera toujours les mêmes. Wawrinka qui revient bien aussi. Après, moi, pour Federer, je suis pro Federer également. Il y a un quart de finale Federer-Murray, si tout va bien. Et attention à Murray. Murray fait beaucoup de vent sur les réseaux sociaux, etc. En ce moment, je trouve qu'il parle beaucoup par rapport à ses marques et son lobbying autour de lui. Enfin, il se fait vendre. J'ai l'impression qu'il est plus en train de se vendre en tant que produit qu'en tant que joueur. Donc j'attends de voir vraiment dans les premiers tours ce qu'il va donner tennistiquement parlant. Parce qu'à la fin de la saison, il revenait, mais c'était pas non plus... Enfin, vu la gifle qu'il lui a mis Roger chez lui à Londres, je pense que celle-là, il s'en souvient. Cette fessée, je pense que Murray, il doit l'avoir... La trace des mains de Roger, elle doit être encore sur ses petites fesses. Parce que il a failli prendre quand même un double 6-0, presque, c'est ça, presque double 6-0 chez lui. Elle fait mal. Et puis l'Open d'Australie, Federer, il est partout, c'est chez lui. C'est le problème, c'est la même chose. Et les seules surprises qu'on pourrait avoir, c'est chez les femmes, comme d'habitude. Et pourquoi pas encore avoir une autre Cibulkova comme l'année dernière qui avait fait, qui avait été en finale, qui avait perdu. Et moi, je mettrais une petite pièce sur Alep pour celui-là. Ouais. Ça tombe bien les amis, c'est le débat est terminé. Bravo en tout cas, vous avez peut-être gagné de l'argent, chers auditeurs, grâce à nos deux garçons qui vous ont donné quelques pistes pour jouer. Et on va continuer de jouer avec l'habituelle rubrique de Linden Lutello qui sera occupée par monsieur Florian Fournier. C'est tout de suite la semaine Twitter de monsieur Florian Fournier. Quand les sportifs imitent le plus grand des twittos, c'est toute la planète Buzz qui s'affole. Place à la semaine Twitter de Linden Lutello. Alors cette petite musique au piano,
Il paraît que c'est l'hymne de la JOCR, paraît-il. Voilà, c'était pour t'accueillir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien triste ici. Là, je comprends pourquoi le club est au fond du trou. Non, mais nous, on est des amoureux du football. Ça, il y a que les grands qui peuvent comprendre. T'as 1 minute 40 pour cette magnifique chronique. Excuse-moi. On va. Puis comme les transitions se font généralement très bien, je vais commencer par des tweets de Paul-Georges Ntep. PG7, c'est comme ça qu'on l'appelle. L'enfant prodige de la maison, mon petit protégé. Ntep blessé, il espère revenir rapidement. Lui s'est amusé à regarder les matchs de foot et il adore commenter. Alors le premier c'était pour le PSG, il a juste tweeté Benjamin c'est vraiment le roi sur sa ligne. Voilà. Hashtag je sors pas. Après il y a eu but, donc finalement il a dit finalement je crois que mon tweet l'a décontenancé tellement il n'était pas drôle. Pour moi il a un petit peu d'humour Paul. On a vu aussi un tweet de Julien Duprat encore sur le même match qui tweetait que Sarkozy était dans les tribunes et était voir donc son père Pascal, entraîneur de d'Évian. Et lui aurait déclaré je vous aime beaucoup. Alors je sais pas comment on doit le prendre quand ça vient de Sarkozy. Il a pas mis le hashtag pistonné. Non. Alors ça c'était marrant par contre. Chantôme il ferait mieux de s'incruster sur le terrain plutôt dans les photos parce qu'on l'a vu sur une photo de Laurie Tillman dans les tribunes. Alors je sais pas s'il essaye de tenter quelque chose mais on le voit juste pencher la tête donc faut aller voir cette photo, c'est assez drôle. Le coquin. Voilà, Chantôme, préoccupe-toi plutôt de mettre ton maillot avec tes crampons plutôt que de gérer des Miss France. Et puis bon celle-là je la garde parce que j'adore les blagues pas très drôles. Et c'est Guillaume L qui a tweeté sur le match encore du PSG le roi n'est pas Merlin, la magie ne dure qu'un temps. C'est beau. Elle est belle. C'est absolument magnifique. Et pour finir dans la quinzaine de secondes, ça n'a rien à voir avec Twitter. Juste si vous pouvez aller voir la vidéo de Mario Balotelli avec Cristiano Ronaldo. Il prend Ronaldo, il marque un but sur FIFA et il lâche un magnifique. Bonne soirée à tous.